Vous devez l'arrêter. Mon père est coupable et je peux le prouver. Cria la jeune fille en faisant irruption dans le tribunal avec un document. Lorsqu'elle tendit le papier au juge, tout le monde fut choqué par ce que son père avait fait. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Helena Whittaker était en retard pour aller chercher sa fille chez sa grand-mère. Le trafic dense d'un dimanche après-midi la rendait encore plus anxieuse, surtout qu'elle avait promis à Savannah de ne pas tarder. Ses mains délicates ajustèrent le rétroviseur en pensant à quel point sa fille de 16 ans grandissait trop vite. Le sourire sur son visage reflétait l'amour profond qu'elle éprouvait pour sa fille tandis qu'elle planifiait mentalement le dîner spécial qu'elle préparait ce soir-là. « Je vais préparer ce chézé-sécac qu'elle aime tant », pensa-t-elle, imaginant l'expression joyeuse qu'elle verrait sur le visage de sa petite. Le soleil commençait à se coucher lorsque Helena remarqua quelque chose d'étrange avec sa voiture. La descente douce de la grande avenue semblait plus raide que d'habitude et la pédale de frein était étrangement basse. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle réalisa que le véhicule prenait progressivement de la vitesse, même en appuyant de plus en plus fort sur le frein. La panique commença à s'installer lorsqu'elle tenta d'utiliser le frein à main, mais lui aussi ne répondit pas. « Oh mon Dieu, que se passe-t-il » Sa voix tremblait alors qu'elle essayait de garder le contrôle de la voiture qui glissait de plus en plus vite dans l'avenue animée. Les lumières des autres voitures commençaient à se fondre en traînées colorées tandis qu'Helena luttait pour garder le véhicule dans sa voie. Ses pensées oscillaient entre trouver un moyen d'arrêter la voiture et s'inquiéter pour sa fille qui l'attendait. La sueur perlait sur son front alors qu'elle slalomait entre les autres véhicules, les klaxons retentissant tout autour dans un chaos de mise en garde. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi » cria-t-elle par la fenêtre, mais sa voix se perdit dans le vacarme assourdissant du trafic et le vent s'engouffrant par la fenêtre partiellement ouverte. Le tableau de bord indiquait une vitesse toujours croissante et Helena savait qu'elle perdait le contrôle de la situation. Ses yeux cherchaient désespérément une échappatoire, quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour ralentir le véhicule incontrôlable. Les arbres de l'avenue défilaient en flou vers alors qu'elle essayait de se souvenir de toutes les instructions de conduite défensive qu'elle avait apprises, mais rien dans son expérience ne l'avait préparée à un moment comme celui-ci. « Savannah, ma fille, pardonne-moi » murmura-t-elle en larmes, sentant que c'était peut-être sa dernière chance d'exprimer son amour, même si ce n'était qu'en pensée. Un virage serré approchait rapidement et Helena savait qu'elle ne pourrait pas le prendre à cette vitesse. Tout son corps tremblait alors qu'elle tentait une dernière manœuvre désespérée pour éviter les autres véhicules. Le bruit strident des pneus sur l'asphalte était assourdissant, se mêlant aux cris des spectateurs horrifiés qui assistaient à la scène. Le monde autour d'elle semblait bouger au ralenti, chaque seconde s'étirant en une éternité de terreur et de désespoir. « Si quelque chose m'arrive, que ma fille soit en sécurité », pria-t-elle, ses mains serrant le volant assez fort pour rendre ses jointures blanches. La rambarde de l'avenue approchait rapidement et Helena n'avait qu'une seconde pour prendre sa décision finale. D'un geste violent du volant, elle dirigea la voiture vers une zone moins fréquentée, essayant de minimiser le risque de heurter d'autres véhicules. L'impact était inévitable et elle le savait. Sa dernière pensée consciente fut l'image du visage souriant de sa fille, ce sourire qui avait illuminé ses journées depuis la naissance de Savannah. « Je t'aime, ma petite », furent ses derniers mots avant que le monde n'explose dans une cacophonie de métal tordu et de verre brisé. Savannah Whittaker était assise sur le porche de sa grand-mère lorsqu'elle entendit le crash lointain. Le bruit était si fort qu'il fit s'envoler les oiseaux des arbres voisins. Quelque chose dans son cœur se serra lorsqu'elle vit l'agitation inhabituelle au bout de la rue où plusieurs personnes couraient vers la grande avenue. « Grand-mère, j'entends des sirènes », dit-elle en se levant rapidement de la chaise berçante où elle avait attendu sa mère. Madame Henrietta tenta de la calmer, mais Savannah sentait déjà que quelque chose de terrible s'était passé. Sans hésiter, la jeune femme commença à courir vers l'agitation croissante, ses longs cheveux noirs fouettant dans le vent tandis que ses pieds la portaient de plus en plus vite sur le trottoir. Son cœur battait de manière erratique dans sa poitrine, non seulement à cause de l'effort physique mais aussi d'une prémonition angoissante la consumant de l'intérieur. À mesure qu'elle approchait de la foule qui se rassemblait, ses yeux aperçurent quelque chose qui fit glacer son sang. C'était la voiture de sa mère, complètement détruite contre la rambarde de l'avenue. « Non, ça ne peut pas être, maman !» cria-t-elle désespérément en se frayant un chemin parmi les gens. La scène qu'elle découvrit était dévastatrice. Le véhicule était méconnaissable, une masse tordue de métal et de verre brisé. Savannah courut vers la voiture, les genoux fléchissant lorsqu'elle vit sa mère encore piégée derrière le volant. Helena était consciente mais gravement blessée, le sang coulant sur son visage délicat. « Ma fille »
murmura-t-elle avec difficulté. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Savannah, la jeune femme tenta de s'approcher mais fut retenue par certaines personnes craignant une explosion, l'odeur forte d'essence emplissant l'air. « S'il te plaît, laisse-moi la rejoindre », supplia Savannah, des larmes chaudes coulant sur son visage alors qu'elle luttait pour se libérer. Les minutes qui suivirent semblèrent une éternité pour Savannah. Les secouristes travaillèrent rapidement pour extraire Elena du véhicule, chaque mouvement calculé pour ne pas aggraver ses blessures. La jeune femme observait tout avec le cœur serré, les mains tremblant de manière incontrôlable alors qu'elle entendait sa mère gémir de douleur. « Tiens bon, maman, s'il te plaît », murmura-t-elle à plusieurs reprises comme si ces mots pouvaient d'une manière ou d'une autre maintenir sa mère en vie. Le son des sirènes se mêlait au murmure de la foule, créant une symphonie chaotique que Savannah savait qu'elle n'oublierait jamais. Finalement, après ce qui sembla une éternité, les secouristes parvinrent à extraire Elena du véhicule. Savannah courut jusqu'au côté de la civière où sa mère était allongée, tenant doucement sa main. Le visage d'Elena, bien que meurtri, conservait cette douceur qui l'avait toujours caractérisée. « Ma petite », réussit-elle à dire d'une voix presque chuchotée, « j'ai besoin que tu sois forte. » Les larmes de Savannah tombèrent sur la main de sa mère alors qu'elle essayait d'absorber ces mots, son cœur refusant d'accepter ce qui se passait. Elena rassembla ses dernières forces pour regarder dans les yeux de sa fille. Il y avait tellement d'amour dans ce regard, tellement de tendresse que Savannah eut l'impression que le monde entier s'était arrêté. « Écoute, ma fille », parla Elena avec difficulté, « il y a quelque chose que tu dois savoir. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, une violente convulsion prit le contrôle de son corps. Les ambulanciers tirèrent rapidement Savannah, initiant les procédures d'urgence. « Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas », hurla la jeune femme alors qu'elle était retenue par des personnes dans la foule qui tentaient de la réconforter. Les lumières des voitures de police illuminaient la nuit. Lorsque le détective Radcliffe arriva sur les lieux de l'accident, Savannah resta assise sur le trottoir, enveloppée dans une couverture d'urgence, observant silencieusement les officiers de police examiner les décombres de la voiture de sa mère. Ses larmes s'étaient séchées, laissant place à un immense vide et à une douleur qui semblait sans fin. L'officier s'approcha d'elle à pas prudents, son attitude montrant un mélange de compassion et de professionnalisme, l'air portant encore l'odeur de caoutchouc brûlé. Lorsque le détective commença à poser les questions de routine, Savannah répondit mécaniquement concernant l'entretien récent de la voiture, mentionnant que sa mère avait commenté quelques bruits étranges ces derniers jours. « Ça a dû être un problème mécanique quelconque », murmura-t-elle plus pour elle-même que pour l'officier, tentant de trouver un sens à toute cette tragédie. Radcliffe prit des notes dans son carnet, son visage maintenant une expression neutre que des années d'expérience lui avaient appris à maintenir. Les techniciens examinant le véhicule attirèrent l'attention du détective en pointant quelque chose dans le système de freinage. Savannah observait à distance tandis qu'il parlait à voix basse, gesticulant vers les marques sur le métal tordu. Un sentiment étrange commença à se former dans son estomac lorsqu'elle remarqua le froncement de sourcils du détective. « Mademoiselle Whittaker », reprit-il vers elle, « où exactement a été effectué le dernier entretien de la voiture ?» La question semblait décontractée, mais quelque chose dans son ton rendit Savannah mal à l'aise. Le vent nocturne soufflait de plus en plus fort, décoiffant les cheveux de la jeune femme alors qu'elle tentait de se souvenir des détails de la semaine passée. Elle parla au détective du nouveau garage que son père avait choisi, différent de celui qu'il fréquentait toujours. « Papa disait que c'était moins cher », expliqua-t-elle, sa voix tremblant légèrement en mentionnant son père. Radcliffe prit quelques notes supplémentaires, son regard se tournant occasionnellement vers les décombres du véhicule avec une expression pensive. Parmi les débris, les officiers trouvèrent le sac d'Elena partiellement détruit par l'impact. Savannah reconnut immédiatement l'accessoire qu'elle avait offert à sa mère comme cadeau le Noël précédent. Le détective examina soigneusement le contenu, rangeant tout dans des enveloppes en plastique. « Nous devrons procéder à une analyse complète du véhicule », informait-il d'un ton professionnel masquant toute émotion. « Parfois, des accidents comme celui-ci peuvent révéler des surprises », ajouta-t-il, laissant dans l'air un sentiment qu'il y avait plus à découvrir. L'aube se levait à l'horizon comme une plaie ouverte dans le ciel, peignant le monde en nuances de gris et de rouge, des couleurs qui semblaient parfaitement symboliser la douleur de Savannah. Ce n'était pas seulement le début d'un jour, mais le début d'un voyage de découverte qui transformerait à jamais sa compréhension de la famille, de l'amour et de la trahison. L'horizon, tandis que les officiers de police se déplaçaient avec une précision presque mécanique, chaque mouvement, chaque note, chaque photographie prise était un fragment d'une histoire qui allait bien au-delà d'un simple accident. La scène de l'incident n'était pas seulement une étendue d'asphalte,
C'était une scène de révélation, un territoire où des secrets avaient été déversés avec le sang d'Helena. Le détective Radcliffe représentait plus qu'une figure officielle à ce moment-là. Ses pas lents, son approche calculée révélait une compréhension profonde de la douleur de Savannah. Il n'était pas seulement un officier de police rédigeant un rapport, il était un gardien de la vérité, quelqu'un qui reconnaissait le poids des mots non dits et des mystères non résolus. La carte dans ses mains était plus qu'un simple bout de papier avec des informations de contact, c'était une invitation, un portail vers de potentielles révélations, un instrument d'espoir au milieu du chaos de la perte. Chaque numéro imprimé semblait pulser avec des possibilités, avec la promesse que la vérité pourrait être déterrée. Chaque détail, ces mots résonnaient comme un mantra, ce n'était pas une demande occasionnelle mais un appel presque sacré pour que les fragments épars de la mémoire se connectent, formant une mosaïque de compréhension. La voix douce de Radcliffe portait une compassion qui allait au-delà du professionnalisme, touchant l'humain à son état le plus pur. L'horizon continuait de se transformer, la lumière se dévoilant lentement, révélant le monde pouce par pouce, exactement comme Savannah avait besoin de révéler la vérité sur l'accident de sa mère, couche par couche, fragment par fragment, chaque rayon de soleil semblait porter en lui une invitation à enquêter, à comprendre. Les derniers mots incomplets d'Helena flottaient dans l'air comme un fantôme, ils n'étaient pas seulement des mots interrompus, mais une énigme vivante, une énigme qui criait à être déchiffrée. Qu'est-ce que sa mère avait tenté de révéler ? Quel secret si profond portait-elle qui devait être communiqué dans un dernier murmure urgent ? La douleur de la perte n'était plus seulement un sentiment, elle s'était transformée en carburant. Chaque larme versée, chaque moment de deuil, chaque souvenir d'Helena alimentait maintenant une détermination presque surnaturelle à découvrir la vérité. Savannah n'était plus simplement une fille en deuil, elle était une détective, une gardienne des souvenirs. Le site de l'accident, autrefois juste une étendue tachée d'asphalte, était maintenant un territoire de mémoire, chaque mètre carré détenait des histoires, chaque trace de freinage racontait un chapitre non révélé, les débris n'étaient pas simplement du métal tordu, c'étaient des preuves, des pièces d'un puzzle qui devaient être assemblées. Le sentiment que quelque chose était caché était plus qu'une impression, c'était presque un sixième sens, une vibration parcourant son corps, quelque chose échappait à sa compréhension immédiate. Quelque chose qui allait au-delà des explications officielles, des rapports de police, des récits conventionnels. Radcliffe restait proche, non pas en tant que figure autoritaire, mais en tant qu'allié silencieux. Son regard comprenait ce que les mots ne pouvaient exprimer, l'abîme de la douleur, la soif de justice, le besoin de comprendre qui consumait Savannah à ce moment-là. La carte dans sa poche semblait peser plus que sa matérialité, c'était un engagement, un pont entre le connu et le mystère, entre la douleur présente et les potentielles révélations futures. Chaque numéro imprimé était comme un code à déchiffrer, une clé pour des portes pas encore ouvertes. La lumière continuait de se lever, remplissant le monde de sa clarté implacable, il n'y avait plus de cachette pour les secrets, plus de recoins où le mensonge pouvait se cacher, la vérité émergeait comme le soleil, inévitable, absolue, transformative. Savannah prit une profonde inspiration, elle n'était plus simplement une victime mais une survivante, elle n'était plus simplement une fille en deuil mais une détective de sa propre histoire. Les mots non dits d'Helena ne seraient pas une fin mais le début d'un voyage de révélation. L'horizon s'ouvrait ainsi que sa détermination. Un nouveau jour naissait et avec lui la promesse que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, trouverait toujours son chemin vers la lumière. Le salon funéraire était rempli de fleurs blanches, mais Savannah Whittaker pouvait à peine sentir leur parfum. Assise dans le premier rang de chaises, son corps souffrait encore des blessures mineures de l'accident, mais c'était son âme qui portait les blessures les plus profondes. Ses yeux rouges et enflés de tant de pleurs restaient fixés sur le cercueil où sa mère, Helena Whittaker, reposait. Le maquillage ne pouvait pas complètement dissimuler les blessures de l'accident, mais sa mère conservait toujours cette sérénité qui l'avait toujours caractérisée. On dirait qu'elle dort, pensa Savannah tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage meurtri. Le murmure bas des conversations autour d'elle semblait venir de loin, comme si elle était immergée dans une bulle de douleur et de déni. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le rosaire appartenant à sa mère, un cadeau de sa première communion. Des gens s'approchaient pour offrir leurs condoléances, mais leurs mots de réconfort semblaient vides et distants. Savannah sentait chaque muscle de son corps protester alors qu'elle se levait pour recevoir les étreintes, son esprit répétant sans cesse les derniers mots incomplets de sa mère, « Il y a quelque chose que tu dois savoir ». Qu'est-ce qui avait pu être si important que sa mère a tenté de révéler dans ces derniers instants ? Madame Henrietta, sa grand-mère maternelle, resta à ses côtés en tant que gardienne silencieuse, serrant occasionnellement sa main dans un geste silencieux de réconfort.
Le visage de la dame était également marqué par la souffrance, mais il y avait quelque chose de plus dans son regard, une méfiance voilée que Savannah ne pouvait pas complètement comprendre. Chaque fois que son père, Colton, s'approchait de Madame Henrietta, celle-ci devenait plus tendue, ses yeux noirs suivant chacun de ses mouvements avec une attention presque prédatrice. « Ta mère a toujours eu un sixième sens pour le danger », chuchota sa grand-mère à un moment donné, ses paroles énigmatiques faisant frissonner Savannah. Les heures passaient comme une éternité de douleur. Savannah regardait son reflet déformé dans la vitre de la fenêtre. Le bandage sur son front, les ecchymoses sur son visage, les profondes cernes d'une personne qui n'a pas pu dormir. Son esprit vagabondait entre de bons souvenirs avec sa mère et la terrible scène de l'accident, dans un cycle sans fin de torture émotionnelle. Le son de la pluie qui commençait à tomber dehors semblait faire écho aux cris retenus dans sa poitrine alors qu'elle luttait pour garder son calme face à tant de regards compatissants. « Pourquoi as-tu dû me quitter, maman ?» pensait-elle, sa pensée résonnant dans son esprit comme une prière sans réponse. Parmi les personnes présentes, Savannah remarqua quelques visages inconnus qui semblaient être là plus par curiosité que par un véritable deuil. Leurs murmures à peine dissimulés atteignirent ses oreilles en fragments douloureux, étrange accident, des freins ont failli, etc. Une femme en particulier attira son attention, grande, élégante, semblant avoir une trentaine d'années, elle restait distante, observant tout avec un intérêt qui semblait différent des autres. Lorsque leurs regards se croisèrent, l'inconnu détourna rapidement le regard, disparaissant parmi les invités comme une ombre fugace. La semaine suivant l'enterrement, Savannah commença à remarquer des changements subtils dans le comportement de son père. Colton Whittaker, autrefois un homme aux habitudes prévisibles et à la routine établie, passait désormais des heures enfermé dans son bureau, passant des appels téléphoniques discrets qui s'interrompaient brusquement lorsqu'elle s'approchait. Lors des repas, qui étaient désormais silencieux et tendus, il touchait à peine sa nourriture et évitait de regarder directement sa fille. « Nous devons avancer », disait-il mécaniquement, comme s'il répétait des mots répétés, tout en remuant nerveusement la nourriture dans son assiette avec une fourchette. Les photographies d'Elena, qui autrefois décoraient les murs de la maison, commencèrent à disparaître une à une. Savannah regardait son cœur se serrer alors que son père retirait silencieusement chaque portrait, chaque rappel visible de sa mère. Lorsqu'elle les questionnait, il avait toujours la même réponse évasive. « C'est mieux ainsi, ma fille. » La douleur, quand nous ne voyons pas les visages que nous avons perdus. Oh, mais il y avait quelque chose dans son ton de voix, une note discordante qui ne correspondait pas à ses mots de prétendue préoccupation. Pendant les premières heures du matin, Savannah entendait souvent des bruits venant des tiroirs du bureau s'ouvrant, des papiers se froissant, des conversations téléphoniques chuchotées. Une de ces nuits, elle trouva son père penché sur des documents qu'il cacha rapidement en remarquant sa présence. Son visage montrait un mélange de culpabilité et d'irritation que la jeune femme n'avait jamais vu auparavant. « Va te coucher, Savannah, ce ne sont que des affaires de travail qui doivent être résolues, » dit-il avec une brusquerie inhabituelle, fermant la porte du bureau presque en face d'elle. Le comportement le plus étrange, cependant, était ses sorties soudaines. Colton commençait à recevoir des messages qui le faisaient se précipiter dehors, toujours avec des excuses vagues concernant des engagements inévitables. Lors de l'une de ces occasions, Savannah le vit à travers la fenêtre de sa chambre, se tenant au coin de la rue en train de converser avec animation avec quelqu'un dans une voiture sombre. Son père, normalement si réservé et formel, gesticulait et souriait d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis avant l'accident. Qui pourrait le faire sourire ainsi si peu de temps après la mort de maman, se demanda-t-elle, sentant un nœud se former dans son estomac. Les factures et documents de la famille, qu'Elena avait toujours organisés si soigneusement, s'entassaient désormais négligemment sur la table de la cuisine. Lorsque Savannah tenta d'organiser les finances comme sa mère lui avait appris, son père réagit de manière disproportionnée, rassemblant brusquement les papiers. « Ne t'inquiète pas pour ça, je m'en occupe maintenant », dit-il, sa voix tremblant légèrement alors qu'il mettait les documents dans sa mallette de travail. Ce qui avait autrefois été de la transparence et de l'organisation s'était maintenant transformé en secret et en porte close. Les visites de Madame Henrietta commençaient également à déranger visiblement Colton. Il trouvait des excuses pour ne pas être à la maison lorsque la grand-mère de Savannah apparaissait. Et quand elles se rencontraient inévitablement, la tension dans l'air était palpable. Lors de l'une de ces visites, Savannah surprit un fragment d'une dispute. « Tu as changé, Colton. » Elena a toujours soupçonné que sa grand-mère disait, avant d'être interrompue par son père d'un ton menaçant qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, « Ne te mêle pas ou tu n'es pas appelée, Henrietta. Tu ne sais rien. » Un après-midi calme, Savannah décida de chercher un album photo spécifique,
celui contenant des photos du mariage de ses parents. L'absence des images de sa mère sur les murs de la maison créait un vide qu'elle devait combler. D'une manière ou d'une autre, elle monta à l'étage vers la chambre de ses parents, une pièce qu'elle avait évitée depuis l'accident. L'odeur du parfum de sa mère flottait encore dans l'air, faisant mal à son cœur alors qu'elle ouvrait soigneusement la porte. « Désolée d'envahir ton espace, maman », murmura-t-elle à la pièce vide, les mains tremblant légèrement alors qu'elle touchait la poignée de la porte. Le meuble antique qui contenait les souvenirs de la famille grinça doucement lorsqu'elle l'ouvrit. Savannah commença à fouiller dans les étagères supérieures où sa mère gardait les albums les plus importants. Cependant, alors qu'elle tendait le bras pour atteindre une boîte au fond, elle renversa accidentellement une pile de documents cachés derrière les boîtes. Parmi les papiers éparpillés sur le sol, une enveloppe lilas attira son attention. Elle était différente des autres, parfumée et avec une calligraphie délicate qui n'appartenait certainement pas à sa mère. Avec des mains tremblantes, Savannah prit l'enveloppe. Elle n'était pas scellée et à l'intérieur, elle trouva une lettre récente datée de seulement 2 semaines avant l'accident. Ses yeux parcoururent les premières lignes et son cœur commença à battre plus vite. « Mon cher Colton, nos rencontres secrètes ont été le point culminant de mes journées. J'ai hâte du moment où nous n'aurons plus besoin de nous cacher. » La signature à la fin n'était qu'une lettre V dessinée avec des ornements élaborés. En lisant, Savannah trouva d'autres choses qui étaient tombées de l'enveloppe. Des reçus de restaurants coûteux, des notes d'hôtel et une petite carte avec un numéro de téléphone. Ses mains tremblaient de plus en plus alors qu'elle rassemblait chaque pièce du puzzle qui commençait à se former dans son esprit. C'est alors qu'elle trouva une photographie partiellement brûlée. Elle pouvait voir son père sourire à côté d'une jeune femme, mais son visage avait été détruit par le feu. Au dos de la photo, une date, exactement 3 jours avant l'accident de sa mère. Le bruit d'une voiture se garant dans le garage fit figer Savannah. Son père était arrivé plus tôt que d'habitude, en hâte. Elle tenta de remettre tout dans l'enveloppe, mais dans sa précipitation, elle laissa tomber un dernier papier plié à l'intérieur de la lettre. C'était une offre d'assurance vie avec le nom de sa mère surligné au marqueur jaune et plusieurs notes dans les marges faites avec cette même calligraphie délicate de l'enveloppe lilas. Lorsque ses yeux tombèrent sur la valeur de l'assurance, Savannah sentit l'air quitter ses poumons. La chambre d'Elena et Colton n'était plus qu'un espace intime, c'était un territoire de souvenirs enfouis, de secrets qui attendaient depuis longtemps d'être révélés. Chaque centimètre de cet environnement détenait des histoires silencieuses, des vérités inconfortables qui flottaient comme un épais brouillard. L'enveloppe dans la poche de Savannah semblait brûler sa peau. Ce n'était pas juste un document, c'était une bombe prête à exploser, portant en elle le pouvoir d'une vérité qui pouvait détruire des mondes. Chaque fibre de son être vibrait à une fréquence de tension absolue, comme un instrument de musique sur le point de produire une note dissonante et révélatrice. Les pas de Colton montant les escaliers n'étaient pas simplement des sons, c'était un compte à rebours, une guerre, une confrontation inévitable. Chaque pas semblait raconter une histoire, chaque craquement des vieux planchers une alerte silencieuse. Savannah sentait son corps se transformer en pure adrénaline, chaque muscle tendu, chaque sens amplifié. Le meuble, autrefois gardien passif des souvenirs de la famille, était maintenant un complice potentiel dans son enquête. Les papiers remplacés à la hâte tremblaient légèrement comme s'ils étaient eux aussi conscients du poids du secret récemment découvert. La poussière ancienne semblait porter en elle le murmure d'histoires non racontées. Lorsque la porte s'ouvrit, le temps sembla se comprimer, l'atmosphère de la pièce changeant instantanément d'un espace intime à un champ de bataille silencieux. La lumière pénétrant par la fenêtre projetait des ombres étranges comme si l'architecture même de l'environnement voulait être témoin de ce qui allait se passer. La voix de Colton était une entité à part entière à ce moment-là, ce n'était pas seulement un son, c'était une géographie émotionnelle complexe. Le mélange de surprise et de peur créait une texture presque palpable, un ton que Savannah n'avait jamais expérimenté auparavant. C'était comme entendre un étranger utiliser la peau de son père. « Que fais-tu ici ?» Chaque mot était chargé d'une énergie perturbante, ce n'était pas seulement une question mais une tentative d'établir le contrôle, de reprendre un territoire qui était systématiquement envahi par des vérités inconfortables. La peur dans sa voix était une créature vivante pulsant entre eux. Savannah sentit l'enveloppe dans sa poche comme si c'était un cœur externe battant à un rythme frénétique. Ses doigts, autrefois tremblants, gagnèrent une fermeté chirurgicale. Elle n'était plus simplement une fille, elle était une détective, une gardienne d'une vérité qui devait être révélée. La pièce semblait respirer avec la scène. Les photographies sur les murs, les objets personnels du couple, tout semblait observer ce moment de confrontation.
Le rideau légèrement bougé par le vent créait une danse d'ombre comme si la maison elle-même préparait la scène pour une révélation. Le tiroir où Savannah prétendait chercher quelque chose n'était plus un simple meuble, c'était son bouclier, son dernier recours de déguisement. Chaque mouvement était calculé, chaque geste ou performance destiné à détourner l'attention pour retarder le moment de vérité. Le regard de Colton balayait la pièce avec une intensité presque prédatrice. Ce n'était plus le regard d'un père, c'était le regard de quelqu'un qui a quelque chose à cacher, de quelqu'un qui sent le sol instable sous ses pieds. Chaque coin de l'environnement semblait porter une menace potentielle. Savannah sentait son cœur battre non seulement dans sa poitrine mais dans chaque cellule de son corps. L'adrénaline créait une géographie interne de tension, transformant chaque respiration en un acte de résistance. L'enveloppe dans sa poche était plus qu'un document, c'était son arme, son témoignage, son dernier espoir de justice. Le silence entre eux était plus assourdissant que n'importe quel mot, c'était un vide rempli d'histoires non racontées, de secrets sur le point d'éclater. La seule connexion entre père et fille à ce moment-là était cette tension électrique, ce champ de force invisible qui les liait l'un à l'autre. Chaque seconde semblait s'étendre en une éternité. La pièce, témoin silencieux de tant de moments familiaux, était maintenant la scène d'une confrontation qui pourrait détruire à jamais les derniers vestiges d'une famille qui existait autrefois. Savannah savait que ce moment définirait tout. L'enveloppe dans sa poche était la clé d'un mystère qui avait brisé sa vie, le dernier souffle de vérité de sa mère. Chaque respiration, chaque mouvement, chaque mot serait crucial. Les regards du père et de la fille se croisèrent, non plus comme un lien familial mais comme deux adversaires sur un champ de bataille où seule la vérité pouvait survivre. Savannah sentit son cœur s'emballer, mais des années passées à vivre avec son père lui avaient donné le calme nécessaire pour rester composée, des larmes authentiques montant à ses yeux, non pas pour l'excuse qu'elle donnerait mais pour la découverte qu'elle venait de faire. Elle se tourna lentement pour faire face à Colton. « Je suis désolée, papa », sa voix trembla naturellement. « Je voulais juste trouver cette photo de maman, tu sais, celle de notre dernier anniversaire ensemble, quand elle a fait ce gâteau au chocolat que tout le monde aimait. » Le visage de Colton, qui montrait initialement un mélange de colère et de peur, s'adoucit légèrement. Savannah continua, laissant sa véritable douleur s'exprimer dans ses mots. « Elle me manque tellement, papa, son sourire, la façon dont elle me coiffait le matin, même la façon dont elle me grondait quand je laissais ma chambre en désordre. » Ses mains agrippaient discrètement la poche de son manteau où elle avait caché l'enveloppe, tandis que des larmes authentiques coulaient sur son visage. Toutes ces photos disparaissent des murs, poursuivit Savannah, sa voix étranglée, et je voulais juste avoir quelque chose à tenir, tu sais, quelque chose qui me ferait sentir qu'elle est encore là d'une manière ou d'une autre. Elle remarqua comment son père détourna son regard, un éclat de culpabilité traversant son visage. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit en pensant avoir entendu sa voix, senti son parfum, mais ensuite je me souviens qu'elle est partie et ça fait tellement mal, papa. Colton s'approcha timidement, comme s'il luttait intérieurement entre la peur que sa fille ait découvert quelque chose et la culpabilité de la voir souffrir. « Savannah », il commença, sa voix paraissant étrangement rauque. « Tu aurais dû me le demander, j'ai gardé quelques photos d'elle dans une boîte dans mon bureau. » Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait sa cravate, un geste nerveux que sa fille connaissait bien. « Je suis désolé d'être venu ici sans permission, » dit Savannah, saisissant l'occasion pour se diriger vers la porte. « Je traversais juste un de ces moments, tu sais, quand le manque devient si fort qu'on a l'impression qu'il va nous étouffer. » Elle remarqua comment son père se détendait visiblement avec son explication, la peur dans ses yeux étant remplacée par quelque chose d'analogue au soulagement. « Pouvons-nous chercher ces photos ensemble demain ?» demanda-t-elle, sachant que cela n'arriverait jamais. « Bien sûr, ma chérie », répondit Colton, sa voix maintenant plus maîtrisée. « Allez vous reposer, il est tard. » En quittant la pièce, Savannah sentit le poids de l'enveloppe dans sa poche comme si elle portait une bombe prête à exploser. « Bonne nuit, papa », dit-elle doucement, sachant que cette nuit allait tout changer. La vérité qu'elle avait découverte était conservée non seulement dans l'enveloppe, mais aussi dans son cœur brisé qui battait désormais avec un mélange de peur, de colère et d'une détermination qu'elle ne savait pas posséder. 3 semaines après la mort d'Elna, Savannah était assise dans le salon de sa maison, essayant de se concentrer sur ses devoirs scolaires en retard lorsque la sonnette retentit. Son père Colton se précipita pour ouvrir la porte, révélant une femme grande et élégante, la même que Savannah avait vue lors des funérailles et qui portait maintenant plusieurs sacs de créateurs. La jeune femme reconnut immédiatement le parfum qu'elle avait senti sur l'enveloppe lilas trouvée dans la chambre de ses parents. « Chérie, je veux que tu rencontres Margot Lancaster »,
dit son père avec un sourire nerveux qui ne correspondait pas à son expression habituellement sévère. Margot entra dans la maison comme si elle connaissait déjà chaque recoin de l'endroit, ses talons aiguilles résonnant sur le parquet en bois dur qui n'avait jusque-là connu que les pas d'Oudelna. Ses mouvements étaient calculés et précis alors qu'elle posait les sacs sur le canapé près de Savannah. Le sourire sur son visage était aussi étudié que ses gestes, mais ses yeux restaient glacials. « Chérie, je t'ai apporté quelques cadeaux, dit-elle. Ton père m'a dit que tu adores la mode, ajouta-t-elle, sa voix mélodieuse portant un ton artificiel qui fit frissonner Savannah. Les cadeaux étaient outrageusement chers, des vêtements de créateurs, la dernière génération de téléphones portables, des bijoux délicats qui feraient fondre n'importe quel adolescent. Mais pour Savannah, chaque article sorti des sacs par ses mains parfaitement manucurées semblait une offense à la mémoire de sa mère. Margot narra l'origine de chaque cadeau comme quelqu'un racontant une histoire répétée, jetant toujours des regards de travers à Colton qui observait la scène avec une expression presque hypnotisée. « Ce n'est que le début, ma chérie. Nous serons bientôt une très heureuse famille, déclara-t-elle, ses mots faisant tourner l'estomac de Savannah. L'atmosphère de la maison, qui était lourde depuis la mort d'Elna, semblait désormais étouffante. Margot se déplaçait dans le salon, réarrangeant les objets, changeant la position des cadres photos, ceux qui contenaient encore des photos d'Elna, et faisant des commentaires sur les changements nécessaires à la décoration. Chacun de ces gestes semblait une tentative délibérée d'effacer les dernières traces de la présence d'Elna dans cet espace. « Cet endroit a besoin d'une nouvelle vie, tu ne penses pas, Colton ?» demanda-t-elle, sa main reposant possessivement sur l'épaule de son père. La sonnette retentit de nouveau, annonçant l'arrivée de Madame Henrietta, la grand-mère maternelle de Savannah. La rencontre entre les deux femmes était comme regarder une collision au ralenti. Les yeux expérimentés de Madame Henrietta parcoururent Margot de la tête aux pieds, s'attardant un instant sur la présence dispersée sur le canapé. Le silence qui suivit était assourdissant, seulement brisé lorsque Margot tenta de se présenter avec sa douceur artificielle. « Alors, vous êtes la célèbre Margot », dit Madame Henrietta, son ton portant des années de sagesse et de méfiance. « Intéressant, comment certaines personnes ne perdent pas de temps à occuper des espaces vides. » La tension initiale de cet après-midi se transforma en un dîner maladroit chez les Whittaker. Margot insista pour cuisiner, occupant la cuisine qui avait été le domaine d'Elna pendant tant d'années. Alors qu'elle se déplaçait dans la pièce, Savannah remarqua comment la femme ouvrait les tiroirs et les placards avec une familiarité troublante, comme si elle connaissait chaque coin de cette maison depuis longtemps. C'est lors de la préparation du dîner que la jeune femme surprit Margot fouillant discrètement dans un dossier de documents que son père avait laissé sur le comptoir de la cuisine, cherchant quelque chose de spécifique. Savannah demanda, faisant sursauter légèrement Margot et faire tomber quelques papiers portant le logo de la compagnie d'assurance. Pendant le dîner, la conversation coulait de manière artificielle avec Margot dominant chaque sujet. Cependant, chaque fois que le sujet approchait des questions financières ou de l'assurance vie d'Elna, ses yeux prenaient un éclat différent, presque prédateur. Entre les bouchées, elle posait des questions apparemment occasionnelles sur le processus d'assurance, les valeurs d'indemnité et les délais de paiement. « Il est important de résoudre ces questions rapidement, » disait-elle, son ton faussement concerné, afin que nous puissions tous continuer nos vies. Madame Henrietta observait tout avec des yeux d'aigle, surtout lorsque Margot commençait à parler de plans futurs impliquant un possible changement de maison. L'argent de l'assurance pourrait nous donner un nouveau départ, suggéra-t-elle naturellement, s'incluant dans les projets de la famille comme si elle en faisait partie depuis des années. Le fourchette de Savannah cliqueta contre son assiette lorsqu'elle entendit ces mots, et le regard échangé avec sa grand-mère confirma qu'elles partageaient toutes deux la même méfiance. Au fil de la soirée, Margot semblait de plus en plus à l'aise pour démontrer ses véritables intérêts. À un moment donné, pensant que personne ne faisait attention, Savannah la vit discrètement photographier des documents d'assurance avec son téléphone. « Je t'aide juste avec les papiers », expliqua-t-elle rapidement en réalisant qu'elle avait été surprise, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux froids. Le moment le plus tendu de la nuit survint lorsque Madame Henrietta mentionna en passant qu'Elna avait apporté des modifications à son testament peu de temps avant l'accident. Le visage de Margot pâlit visiblement et ses mains tremblèrent alors qu'elle versait plus de vin pour Colton. « Quel genre de modification ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme, mais sa voix trahissait son anxiété. Avant que Madame Henrietta ne puisse répondre, Colton intervint brusquement, changeant de sujet. Savannah ne manqua pas les réactions de son père face aux manipulations subtiles de Margot. Il semblait complètement ensorcelé, acceptant chaque suggestion qu'elle faisait, même lorsqu'elle contredisait clairement les décisions qu'il avait prises avec Elna au fil des années.
Margot a raison, répétait-il comme un mantra. Nous devons penser à l'avenir. Sa transformation d'un homme fort et décisif en une marionnette soumise était si évidente que même les portraits d'Elna sur les murs semblaient observer la scène avec tristesse. Cette même nuit, après que tout le monde se soit couché, Savannah n'arrivait pas à dormir. Le comportement de Margot pendant le dîner avait laissé son esprit en alerte maximale. Poussée par un mélange de méfiance et d'intuition, elle décida d'enquêter dans le bureau de son père où elle avait vu Margot ranger son sac plus tôt. À pas silencieux, elle traversa le couloir sombre de la maison, son cœur battant si fort qu'elle craignait d'être découverte. « Pardonne-moi, papa » murmura-t-elle en tournant la poignée de la porte, « mais je dois découvrir la vérité. » La lumière de la lune traversant la fenêtre du bureau fournissait une illumination suffisante pour que Savannah trouve le sac à main de créateur coûteux que Margot avait oublié intentionnellement. Ses mains tremblaient en ouvrant la fermeture dorée, et le parfum caractéristique de la femme s'en échappa, faisant tourner son estomac. Parmi des rouges à lèvres chers et une tablette dernier cri, elle trouva un dossier soigneusement organisé de documents. Le bruit du papier froissé semblait assourdissant dans le silence de la nuit alors qu'elle découvrait une série de reçus et de preuves qui faisaient froid dans le dos. Des virements bancaires d'importants montants, tous au nom de Margot Lancaster, datés de semaines avant l'accident de sa mère. Les chiffres étaient si élevés que Savannah dut les relire plusieurs fois pour s'assurer qu'elle ne se trompait pas. Sur l'un des virements, il y avait une note manuscrite en écriture élégante de Margot, première phase terminée, en attente de retour sur investissement. Le montant du virement correspondait précisément au tiers de la valeur totale de l'assurance vie d'Elna, une coïncidence trop troublante pour être ignorée. Parmi les papiers, Savannah trouva également des reçus de réunion dans des hôtels de luxe, toujours payés en espèces, les dates correspondant exactement au supposé voyage d'affaires que son père avait effectué pendant les derniers mois d'Elna. Chaque nouveau document qu'elle découvrait était comme un coup de poignard dans son cœur, confirmant ses pires suspicions sur l'implication de son père avec Margot bien avant l'accident. « Comment as-tu pu, papa » pensa-t-elle, des larmes chaudes coulant sur son visage. En poursuivant ses recherches, le document le plus alarmant était caché dans une enveloppe plus petite à l'intérieur du dossier. C'était un contrat informel manuscrit établissant des répartitions en pourcentage d'une valeur qui coïncidait exactement avec le montant de l'assurance vie d'Elna. Les signatures en bas du document firent retenir son souffle à Savannah. L'une était celle de Margot, l'autre était rayée, mais l'écriture de son père restait identifiable. Dans la marge du papier, une annotation récente de Margot disait « Tout selon le plan, processus en cours ». Le bureau de Colton n'était pas seulement un espace de travail, c'était un territoire de secret, une scène où les trahisons étaient orchestrées avec la précision d'un metteur en scène. Chaque objet semblait porter une histoire voilée, chaque document une possible sentence de destruction. Savannah sentit son cœur battre à un rythme presque assourdissant, chaque battement comme un tambour de guerre menaçant de révéler sa présence. Ses mouvements étaient devenus une chorégraphie de survie, chaque geste calculé, chaque respiration contrôlée. Le téléphone dans ses mains n'était pas seulement un appareil, c'était une arme, un enregistrement de la vérité qui pourrait démanteler le plan diabolique de Margot. Chaque photographie capturée était comme un coup porté contre le mensonge, un éclair de lumière au milieu des ténèbres de la conspiration familiale. Les documents, autrefois organisés avec une précision quasi chirurgicale, étaient maintenant des preuves d'un crime sur le point d'être exposé. Chaque page représentait un fragment d'un complot macabre, un puzzle de cupidité et de trahison qui allait bien au-delà d'un simple meurtre. Les talons de Margot dans le couloir étaient comme un compte à rebours, chaque son métallique résonnant à travers les murs du bureau transformant l'environnement en un champ de bataille silencieux. Ce n'était pas seulement des pas, c'était l'approche d'un prédateur, quelqu'un prêt à tout pour protéger son plan. Savannah pouvait sentir le parfum de Margot même avant son entrée, un mélange artificiel de jasmin et de quelque chose de plus subtil, presque imperceptible, un parfum qui mêlait luxe et danger, séduction et mort. L'air dans le bureau semblait se condenser, créant une atmosphère de tension absolue. Se cacher derrière le rideau était plus qu'un acte de survie, c'était une stratégie de guerre. Chaque pouce de son corps était tendu, préparé pour tout mouvement. Le rideau, autrefois un simple élément décoratif, était maintenant sa seule barrière entre la découverte et l'anonymat. La conversation téléphonique de Margot était un murmure chargé de venin. Tout est prêt, ce n'était pas juste une phrase mais un témoignage d'un plan méticuleusement architecturé. La mention de l'assurance était comme une dague invisible révélant la véritable nature de sa conspiration. Nous pouvons disparaître d'ici. Ces mots étaient plus qu'un plan d'évasion, ils représentaient la dépersonnalisation totale de Savannah,
sa réduction à un simple problème à éliminer. Le ton décontracté avec lequel Margot parlait de son sort était plus effrayant que toute menace directe. La fille, ne t'inquiète pas, chaque syllabe était chargée d'une froideur au-delà de la compréhension humaine. Pour Margot, Savannah n'était pas une personne, elle était simplement un obstacle, un détail à résoudre, quelque chose de jetable dans son grand plan. Le bureau semblait respirer avec la scène. Les étagères de livres, les cadres photos soigneusement positionnés, l'ordinateur, tout conspirait à ce moment de révélation. Chaque objet était un témoin silencieux d'un complot sur le point d'être dévoilé. Les mouvements de Margot étaient précis, calculés, chaque pas, chaque geste, chaque respiration faisait partie d'une performance élaborée. Elle fouillait les documents avec une compétence allant au-delà de la simple curiosité, c'était une recherche méticuleuse de toute preuve pouvant compromettre ses plans. Savannah sentit chaque seconde passer comme une éternité, son corps transformé en un mécanisme de survie et de résistance. Ses yeux, même cachés derrière le rideau, captaient chaque mouvement, chaque détail de la femme qui avait détruit sa famille. Le silence était plus assourdissant que n'importe quel son, un vide rempli de secrets, d'histoires non racontées, de vérités sur le point d'éclater. La seule connexion à la réalité était le son de la respiration contrôlée de Savannah et les pas métalliques de Margot. Dans ce moment suspendu, Savannah n'était pas seulement un témoin, elle était la gardienne d'une vérité qui devait être révélée. Chaque document photographié, chaque seconde cachée était un acte de résistance contre le mensonge, contre la trahison, contre la mort. Le bureau, témoin silencieux de tant de secrets, détenait désormais la plus grande de toutes les possibilités, détruire le plan diabolique de Margot, la chance de justice pour Elna, l'opportunité de transformer la douleur en pouvoir. La disparition la plus alarmante, cependant, était celle du testament original d'Elna. Savannah avait entendu sa grand-mère, Madame Henrietta, mentionner que sa mère avait apporté des modifications significatives aux documents des semaines avant l'accident. Lorsqu'elle alla le chercher dans le tiroir où il avait toujours été conservé, elle ne trouva que des papiers sans importance. Lorsqu'elle interrogea son père sur cette disparition, il sembla véritablement confus, mais Margot intervint rapidement, « Tous les documents légaux sont avec l'avocat, n'est-ce pas, Colton ?» Son père acquiesça mécaniquement, bien que ses yeux montrent une incertitude. Les certificats d'investissement d'Elna avaient également disparu sans laisser de traces. Savannah savait que sa mère avait fait des investissements importants au fil des ans, toujours en pensant à l'avenir de la famille. Maintenant, tous les dossiers contenant ces enregistrements avaient disparu du coffre-fort de la maison. Lorsqu'elle en parla au dîner, Margot changea de sujet avec son habileté habituelle. « Ma chère, tu ne devrais pas t'inquiéter de ces questions financières, laisse les adultes nous en occuper. » La situation atteignit un nouveau niveau d'inquiétude lorsque Savannah découvrit que même les albums familiaux étaient réorganisés. De vieilles photos d'Elna commençaient à être retirées des albums, remplacées par des espaces vides qui semblaient crier son absence. En trouvant quelques photographies froissées dans la poubelle du bureau, Savannah sentit son cœur se serrer. Parmi elles se trouvait la dernière photo qu'elle avait prise avec sa mère, juste 2 semaines avant l'accident. Ce ne sont que de vieilles photographies, Margot, justifia-t-elle en se faisant prendre en train de jeter plus d'images. Nous devons faire de la place pour les nouveaux souvenirs que nous allons créer ensemble. La disparition la plus récente et peut-être la plus significative était celle du journal personnel d'Elna. Savannah savait que sa mère écrivait régulièrement, enregistrant ses pensées et ses préoccupations. Le cahier à couverture bleue, toujours gardé dans le 2e tiroir de la table de chevet, avait simplement disparu lorsqu'elle en parla au petit déjeuner. Margot échangea un regard rapide avec son père avant de répondre. « Peut-être que ta mère l'a jeté, elle sait, tu sais, parfois les gens font ça quand ils sentent que quelque chose va arriver. » Le ton sinistre de cette insinuation fit frissonner Savannah. Déterminée à trouver des réponses, Savannah attendit que tout le monde s'endorme avant de fouiller dans le grenier de la maison, le dernier endroit qui détenait encore des traces intactes de la présence de sa mère. Parmi des boîtes poussiéreuses et des meubles couverts de draps, ses doigts trouvèrent une petite boîte à chaussures qu'elle reconnut immédiatement. C'était l'endroit où Elna gardait ses souvenirs les plus intimes. Les mains tremblantes, elle ouvrit le couvercle et trouva un agenda usé qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Qu'est-ce que tu cachais, maman ?» murmura-t-elle en ouvrant les pages jaunies. Les premières entrées remontaient à 3 mois avant l'accident. L'écriture habituellement impeccable de sa mère était tremblante par endroits, révélant son agitation alors qu'elle écrivait. Savannah sentit son cœur s'accélérer en lisant les premières lignes, « Quelque chose ne va pas. Colton agit différemment, passe des appels cachés, sort à des heures étranges. Aujourd'hui, j'ai trouvé un reçu d'un restaurant coûteux dans la poche de son manteau,
il n'était jamais du genre à fréquenter des endroits comme ça. La peur dans les mots de sa mère était presque palpable à travers le papier. En progressant dans sa lecture, les notes devenaient de plus en plus troublantes. Elna avait enregistré des rencontres suspectes, des conversations téléphoniques étranges et des mouvements inhabituels dans les comptes bancaires. Sur une page particulièrement alarmante, elle avait écrit « J'ai découvert aujourd'hui que Colton a modifié notre police d'assurance sans me consulter, la valeur a considérablement augmenté. Lorsque je l'ai interrogé, il est devenu nerveux, agressif. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé. » La date de cette entrée n'était que 2 semaines avant l'accident fatal. La découverte la plus choquante vint sur les dernières pages de l'agenda. Elna avait collé la carte de visite d'un détective privé et fait des notes détaillées sur quelqu'un appelé avec les mêmes initiales que Margot Lancaster. À côté, elle avait griffonné des montants significatifs et des dates correspondant aux virements bancaires que Savannah avait précédemment découverts. La dernière entrée, faite la veille de l'accident, fit courir un froid dans son sang. « J'ai toutes les preuves maintenant, demain je le confronterai, je dois protéger ma fille avant qu'il ne soit trop tard. » Le papier jaunissant tremblait entre ses doigts, presque aussi instable que sa propre main. Chaque fibre de cette feuille semblait porter le poids d'une vérité interrompue, un secret sur le point d'être révélé et brutalement réduit au silence. L'écriture d'Elna, toujours si précise et délicate, était maintenant irrégulière, les traits trahissant une urgence extrême, presque une préméditation de danger imminent. La date en en-tête de la lettre semblait brûler sur la page, le jour exact de l'accident qui avait volé sa mère. Chaque mot était comme un murmure venu de l'au-delà, une dernière tentative de protection, une révélation. Ma chère fille, ce n'était pas seulement une salutation mais un sceau d'amour inconditionnel, une connexion qui transcendait l'existence physique elle-même. Les lignes tremblantes révélaient bien plus que les mots écrits, il y avait entre les lignes une terreur contenue, une angoisse qui dépassait la simple peur. Elna savait qu'elle avait découvert quelque chose de profondément troublant et qu'elle devait laisser une trace, un dernier message pour sa fille. « Si tu lis ceci, quelque chose m'est arrivé. » Ces mots étaient un présage, un avertissement qui résonnait au-delà du temps. Ce n'était pas seulement une supposition occasionnelle mais une alerte calculée, comme si sa mère avait un 6e sens pour le danger qui l'entourait. Chaque lettre semblait porter le poids d'un adieu non dit, d'un amour qui refusait d'être complètement interrompu. La mention de son père et de la femme avec qui il était impliqué créait une atmosphère de tension instantanée. Ce n'était pas seulement une accusation mais la révélation d'un complot complexe soigneusement tissé dans les ombres de la vie familiale. L'écriture devenait de plus en plus erratique, les traits plus proches d'un cri silencieux que d'une écriture contrôlée. Il prépare la coupure, les mots étaient comme une plaie ouverte sur la page, plus qu'une phrase incomplète, c'était un cri interrompu d'avertissement. Que préparait-il ? Quel secret dévastateur Elna avait-elle découvert qui devait être consigné dans cette lettre ? Le grenier autour de Savannah semblait respirer, chaque objet poussiéreux, chaque vieille boîte, chaque ombre détenait des secrets. Les vieux murs en bois semblaient vibrer avec la tension du moment, témoin silencieux d'une révélation imminente. Les pas montant les escaliers résonnaient comme un tambour de guerre. Ce n'était pas seulement des pas, c'était l'approche du danger, la matérialisation d'une menace que sa mère avait désespérément essayé de la prévenir. Chaque pas semblait raconter une histoire, chaque son était un avertissement. Savannah sentit son corps se transformer en pure adrénaline, elle n'était plus seulement une lectrice de lettres, elle était la gardienne d'un secret, le dépositaire d'une vérité que quelqu'un avait désespérément essayé de faire taire. Ses sens étaient amplifiés, chaque muscle tendu, préparé à réagir. Ses yeux scrutaient frénétiquement les documents, cherchant la meilleure stratégie. Le mot « inconvénient » résonnait comme une sentence de mort. Ce n'était pas seulement un terme occasionnel mais une révélation troublante de jusqu'où Margot était prête à aller pour mener à bien ses plans. Savannah comprit que sa propre existence pouvait être considérée comme l'un de ses inconvénients. Les pas dans le couloir devenaient plus forts, presque comme un compte à rebours, chaque son de talon comme un marteau sur le point de tomber, une menace imminente qui approchait inexorablement. Le temps semblait se compresser, transformant les minutes en éternités de tension. Savannah sentit sa respiration se condenser dans sa gorge, ce n'était pas seulement la peur, c'était une combinaison complexe d'adrénaline, de détermination et de conscience du poids historique de ce moment. Chaque respiration était un choix entre succomber ou résister. Les documents dans ses mains ne représentaient pas seulement des preuves, ils étaient l'héritage de sa mère, le dernier souffle d'Elna, une dernière chance de justice. Chaque papier était comme un cri silencieux contre l'impunité, contre la trahison, contre la mort ignoble de sa mère. Le couloir semblait se rétrécir,
les pas de Margot prenant une dimension presque surnaturelle. C'était comme si tout le mal, toute la manipulation qu'elle portait se matérialisait dans ses pas précis et calculés, un prédateur approchant sa proie. Savannah savait qu'elle n'avait que quelques secondes, non pas pour fuir mais pour agir. Chaque mouvement serait crucial, chaque décision pourrait faire la différence entre révéler la vérité ou être réduite au silence pour toujours. Ses mains autrefois tremblantes gagnaient maintenant une fermeté chirurgicale, les documents étaient son arme, sa seule chance de confronter cette machine destructrice qu'était Margot. Ils n'étaient pas seulement des papiers, ils étaient la matérialisation de la résistance, de la mémoire d'Elna, de la possibilité de justice. Le son des pas atteignait son apogée, la décision devait être prise dans ce moment suspendu entre la menace et l'action. Savannah était simultanément la fille blessée et la femme qui déciderait du destin de sa propre histoire. Chaque seconde était une éternité, chaque respiration un choix, chaque document une possibilité de rédemption. La maison plongea dans un silence profond lorsque Savannah, à pas silencieux, entra dans le bureau de son père. L'horloge numérique au mur indiquait 3 heures du matin. Les doigts tremblants, elle alluma l'ordinateur de Colton, remerciant mentalement sa mère de lui avoir dit le mot de passe, l'anniversaire de leur mariage. Lorsque l'écran s'illumina, son visage dans l'obscurité, Savannah pensa à comment sa mère disait toujours qu'il n'y avait pas de coïncidence, seulement des indices que nous ne pouvions pas connecter à temps. L'ordinateur stockait une quantité impressionnante de mets. Savannah a commencé par le plus évident, la corbeille. Là, elle a trouvé des dizaines de messages récemment supprimés, tous échangés avec une adresse qu'elle a immédiatement reconnue. C'était la même que celle des documents trouvés dans le coffre-fort secret de sa mère. Les messages remontaient à plusieurs mois avant l'accident, révélant une intimité troublante entre son père et Margot. « Nous devons être patients », disait l'un des messages. « Tout à son temps ». Avec le cœur battant de plus en plus vite, Savannah a découvert un dossier caché sur le bureau, déguisé sous un nom apparemment sans importance, rapport 2023. À l'intérieur, il y avait des sous-dossiers organisés par date, contenant des informations sur des comptes bancaires, encore plus alarmant, des détails sur différentes polices d'assurance. Dans un fichier spécifique, elle a trouvé des devis pour des prestations en cas de décès accidentel, avec des notes manuscrites comparant différentes couvertures. Le bruit d'un plancher qui grinçait dans le couloir a fait figer Savannah. Ses doigts ont volé rapidement sur le clavier, copiant les fichiers importants sur la clé USB qu'elle avait apportée. Pendant le transfert des données, elle a continué à explorer l'historique de navigation de l'ordinateur et à trouver des recherches troublantes, comment faire en sorte qu'un accident de voiture ressemble à une défaillance mécanique induite, durée moyenne d'enquête pour les accidents mortels. Chaque nouvelle découverte était comme un coup de poignard dans son cœur déjà blessé. Parmi les fichiers, quelque chose a attiré son attention de manière particulière. Un dossier de photos apparemment ancien, caché parmi plusieurs autres dossiers. En l'ouvrant, Savannah a senti l'air lui quitter les poumons. Il y avait des dizaines de photographies de son père avec Margot, dont beaucoup prises clairement des mois, voire des années avant l'accident de sa mère. Dans l'une des images, les deux apparaissaient dans un restaurant élégant, portant les mêmes vêtements que son père portait le jour où il a dit devoir travailler tard. La date du fichier révélait que la photo avait été prise seulement 2 semaines avant la mort d'Elna. Savannah a remarqué le changement dans le comportement de Margot. Le matin suivant, les yeux de la femme la suivaient constamment comme un prédateur observant sa proie. Pendant le petit déjeuner, Margot a fait le commentaire suivant : « J'ai remarqué des activités étranges sur l'ordinateur pendant la nuit. Quelqu'un a manipulé des fichiers importants. » Elle a fixé Savannah avec un regard perçant pendant que celle-ci tentait de garder son calme en buvant son jus. « Nous devons être très prudents concernant la sécurité de notre maison, n'est-ce pas, ma chère ? » À partir de ce jour, une série de changements subtils a commencé à se produire dans la maison. Des caméras de sécurité ont été installées à des endroits stratégiques, supposément pour protéger la famille. Le bureau a reçu une nouvelle serrure et l'ordinateur de Colton a mystérieusement disparu, remplacé par un nouveau avec un mot de passe que seule Margot connaissait. « C'est pour notre bien », a-t-elle expliqué avec son sourire artificiel. « On ne sait jamais qui pourrait vouloir nuire à notre famille. » Le mot « notre » sonnait comme une menace voilée sur ses lèvres peintes en rouge. Margot a également commencé à surveiller les allées et venues de Savannah avec une précision inquiétante. Soudainement, il y avait toujours une raison pour laquelle la jeune femme ne pouvait pas sortir seule. « C'est dangereux pour une fille de ton âge », arguait Margot tout en insistant pour l'accompagner, même à la boulangerie.
Les visites de Madame Henrietta étaient drastiquement réduites avec des excuses de plus en plus élaborées concernant des engagements inévitables ou des rénovations à la maison rendant les visites inconfortables. Le siège s'est resserré encore davantage lorsque Margot a embauché une nouvelle femme de ménage, Marina, qui était clairement là plus pour surveiller que pour nettoyer. La femme apparaissait aux endroits les plus improbables, toujours au moment exact où Savannah essayait de faire quelque chose sans supervision. « Madame Margot m'a demandé de veiller sur vous », a confié Marina dans un moment de négligence. « Vous avez été trop curieuse ces derniers temps. » Le ton implicite de menace dans le message était impossible à ignorer. Même le téléphone portable de Savannah a commencé à présenter des comportements étranges. Des messages importants disparaissaient mystérieusement et elle surprenait fréquemment Margot en train de regarder par-dessus son épaule pendant qu'elle tapait. Une nuit, elle a trouvé une application de surveillance installée sur son appareil. Lorsqu'elle a interrogé son père à ce sujet, il n'a fait que marmonner quelque chose à propos de la sécurité et s'est retiré dans sa chambre, laissant entendre que Margot contrôlait désormais même ses réponses. Un après-midi particulièrement tendu, Savannah a profité d'un moment de distraction de la surveillance constante pour explorer le sous-sol de la maison, l'un des rares endroits que Margot n'avait pas encore réorganisé. Parmi les boîtes poussiéreuses de vieux souvenirs, elle a trouvé un album photo qu'elle ne reconnaissait pas. Sa couverture usée indiquait qu'il remontait à plusieurs années, bien avant l'accident de sa mère. En ouvrant ces pages jaunies, Savannah a senti son cœur s'arrêter. À la première page, une photographie montrait son père à un événement d'entreprise, daté de 5 ans auparavant, à ses côtés souriant avec le même sourire calculé que Margot connaissait si bien. Il ne ressemblait pas à des étrangers se rencontrant pour la première fois. Le langage corporel, la proximité, tout indiquait une familiarité qui ne devrait pas exister. Sur les pages suivantes, plus de preuves. Margot apparaissait à différents événements, toujours proche de Colton, toujours avec ce même regard prédateur que Savannah connaissait si bien. Les mains tremblantes, la jeune femme a continué à tourner les pages de l'album. Dans une photo particulièrement révélatrice, datée de 3 ans auparavant, Margot était à la fête de fin d'année de l'entreprise où son père travaillait. Le détail le plus troublant était qu'Elena était également dans la photo, complètement inconsciente de la femme qui observait son mari de l'autre côté de la pièce. « Elle nous surveillait tout ce temps », pensa Savannah en sentant un frisson parcourir son échine. Le bruit des talons descendant les escaliers a fait agir rapidement Savannah. Elle a attrapé son téléphone portable et a photographié les images les plus importantes de l'album, prenant soin de capturer les dates imprimées au dos de chaque photo. À la dernière page de l'album, quelque chose est tombé. Une vieille carte de visite avec le nom de Margot, mais un nom de famille différent. Au dos, il y avait une note manuscrite de son père. Plan en cours, attendre le bon moment. La date correspondait exactement à un mois avant l'accident de sa mère. Le sous-sol était un labyrinthe de souvenirs oubliés, un territoire où le passé s'accumulait en couches de poussière et de silence. Chaque boîte, chaque objet abandonné semblait renfermer des secrets voulant rester cachés. Les murs humides étaient des témoins muets d'histoires non racontées, de vérités étouffées par la facilité de l'oubli. Savannah sentait chaque battement de cœur comme un tambour assourdissant, son corps tendu comme une corde de violon sur le point de se rompre, à peine capable de respirer dans l'air dense et moisi des secrets qui semblaient conspirer contre elle. Chaque particule de poussière était une potentielle entrave à son enquête. La voix de Margot descendait les escaliers comme un poison sucré, chaque syllabe était calculée, chaque intonation un instrument de manipulation. Ma chère, le mot sonnait comme un poignard enveloppé de soie, faux, dangereux, prédateur. Ce n'était pas un terme d'affection, mais une menace voilée déguisée en tendresse. Le son métallique de la clé tournant dans la serrure ressemblait à un verdict, un bruit sec qui coupait toute possibilité d'évasion, enfermant Savannah dans un monde de ténèbres et de secrets. Le clic de la serrure résonnait comme un murmure de menace, chaque millimètre de mouvement représentant la fin de sa liberté. Les ombres dans le sous-sol prenaient vie, les boîtes empilées semblaient former des figures spectrales, témoins silencieux de sa découverte. L'obscurité n'était pas seulement l'absence de lumière, mais un territoire où les secrets respiraient, où les mensonges prenaient corps et substance. Le cœur de Savannah battait non seulement de peur mais d'adrénaline révolutionnaire, chaque pulsation était un cri de résistance, un refus d'être réduite au silence. Les découvertes dans l'album étaient des munitions, des preuves d'une toile de mensonges que sa mère n'avait jamais pu démêler complètement. L'humidité du sous-sol collait sa chemise à sa peau, créant un sentiment d'emprisonnement au-delà du physique, comme si les murs anciens voulaient l'absorber, la transformer en un autre secret gardé dans cet endroit.
L'odeur moisie se mêlait au parfum artificiel de Margot qui flottait encore dans l'air. L'obscurité n'était pas seulement visuelle, c'était une entité vivante et palpable qui semblait respirer avec Savannah. Chaque objet abandonné, chaque ombre, chaque coin semblait porter un fragment de l'histoire qui allait être révélé. Le sous-sol n'était pas seulement un lieu, c'était un portail vers des vérités longtemps étouffées. Les paroles de Margot continuaient de résonner, « Vous ne savez jamais quel type de secret nous pouvons trouver. » Plus qu'une phrase, c'était une menace voilée, un avertissement que certains secrets sont trop dangereux pour être révélés, que certaines vérités peuvent détruire des mondes entiers. Savannah tenait l'album contre elle, son trophée d'enquête, son arme contre le mensonge. Même enfermée, même étouffée par les ténèbres, elle savait qu'elle avait trouvé quelque chose de transformateur. Ce n'était pas seulement un ensemble de photographies, c'était la première pièce d'un puzzle qui allait à jamais changer sa compréhension de sa famille. Le son des pas de Margot qui s'éloignait était presque aussi menaçant que sa présence. La fausse douceur de sa voix continuait de résonner, une promesse silencieuse de conséquences. Savannah était seule dans le sous-sol, mais elle n'était pas vaincue. Elle préparait sa révolution, son contre-attaque. Les ténèbres l'enveloppaient mais ne la consumaient pas. Chaque seconde enfermée était une seconde de préparation, de stratégie. Margot pensait l'avoir emprisonnée, mais en réalité, elle n'avait fait que créer l'environnement parfait pour que sa résistance naisse. Les minutes s'étiraient comme des heures dans l'obscurité du sous-sol. Savannah pouvait entendre les pas de Margot à l'étage, se déplaçant comme un prédateur sachant que sa proie est acculée. L'air devenait lourd et la poussière des vieilles boîtes lui démangeait le nez. Avec son téléphone toujours en main, contenant les photos récemment prises, elle savait qu'elle devait trouver un moyen de sortir rapidement. Utilisant la faible lumière de son téléphone, Savannah a commencé à examiner le sous-sol. Sa mère avait toujours dit que chaque vieille maison avait plus d'une sortie et elle s'accrochait à cet espoir. En passant ses doigts tremblants le long des murs humides, derrière une vieille bibliothèque, elle a découvert quelque chose qui a fait bondir son cœur, une petite fenêtre de ventilation partiellement couverte de toiles d'araignée. Le son de la voix de Margot venait maintenant de la cuisine, juste au-dessus de Colton. « Ma chère, avez-vous vu Savannah ? Je pense qu'elle cherchait quelque chose dans le sous-sol, mais quand je suis allé vérifier, il n'y avait personne. » Le mensonge dans sa voix était aussi doux que du poison. Savannah savait qu'elle avait peu de temps. Margot voulait qu'elle entende cela, voulait qu'elle sache qu'elle était seule dans cette situation. Avec une détermination renouvelée, Savannah a poussé quelques boîtes pour créer une marche improvisée vers la fenêtre. Le bruit étouffé l'a fait figer pendant quelques secondes, mais la voix de Margot est restée lointaine, toujours engagée dans sa performance pour Colton. La fenêtre était coincée, des années de non-utilisation ayant laissé les charnières rouillées. Avec toute la force qu'elle pouvait rassembler, Savannah a poussé la petite ouverture. L'air frais de la nuit n'avait jamais été aussi bienvenu. Le passage était étroit, mais Savannah était petite, tout comme sa mère. En se contorsionnant pour passer par l'ouverture, elle a pensé à ce qu'Elena avait toujours dit, sa taille délicate serait un avantage un jour. Tu n'aurais jamais imaginé quel genre d'avantage cela pourrait être, maman, pensa-t-elle avec un sourire triste sur les lèvres alors qu'elle réussissait enfin à se libérer, tombant doucement sur l'herbe du jardin latéral. Savannah pouvait entendre la voix de Margot devenir plus agitée. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on descende vérifier, ma chère. Vous savez combien les adolescentes peuvent être curieuses. Il est temps de partir. Avec son téléphone sécurisé dans sa poche, gardant la précieuse preuve qu'elle venait de découvrir, elle s'est déplacée silencieusement dans la nuit en direction de la maison de sa grand-mère Henrietta. « Vous n'avez pas encore gagné, Margot » s'est-elle murmurée en s'éloignant. La vérité trouve toujours son chemin vers la lumière, peu importe le temps que cela prend. Le lendemain, Savannah était assise dans sa chambre, étalant toutes les preuves qu'elle avait rassemblées sur son lit. Le procès de son père était prévu pour la semaine suivante et il était en liberté sous caution, continuant sa vie apparemment normale avec Margot. Les preuves étaient accablantes, les vieilles photos montrant leur relation précédente, les documents falsifiés, les emails incriminants, le rapport du détective engagé par sa mère et la lettre inachevée d'Elna. La jeune femme a passé des heures à fixer la photo de sa mère, cherchant la force de prendre la décision la plus difficile de sa vie. « Pardonne-moi, maman » murmura-t-elle en touchant le visage souriant d'Eleanor sur la photographie. « Mais je ne peux pas les laisser s'en tirer. » Son cœur était divisé. Remettre les preuves signifiait non seulement l'emprisonnement de Margot, mais aussi la condamnation définitive de son père. Les paroles du détective Radcliffe résonnaient dans son esprit. Avec ces preuves, ils seront tous les deux arrêtés immédiatement.
Sur son bureau reposait l'invitation au mariage de son père avec Margot, prévue dans 2 mois. La date avait été choisie stratégiquement, juste après le procès où il s'attendait à ce que Colton soit acquitté en raison du manque de preuves. Savannah a regardé le papier élégant avec dégoût, sachant que chaque détail de cet événement avait été planifié avec l'argent de l'assurance vie de sa mère. Ils avaient tout planifié, pensa-t-elle, chaque détail, chaque mouvement, même sa mort. Les jours précédant le procès étaient une torture psychologique pour Savannah. Pendant le dîner, elle observait son père et Margot discuter joyeusement des préparatifs du mariage, comme si la mort d'Elena n'était qu'un détail incommode sur leur chemin vers le bonheur. À chaque faux sourire de Margot, à chaque regard soumis de son père, Savannah sentait son estomac se nouer. Comment peut-il agir ainsi, pensait-elle. Comment peut-il simplement tourner la page après ce qu'il a fait à maman? Le poids de la décision la consumait de l'intérieur. Une nuit, seule dans sa chambre, Savannah a relu les dernières entrées du journal de sa mère pour la 100e fois. Les mots d'Elena étaient clairs, elle avait tout découvert, la relation secrète, les plans, les manipulations. Plus que cela, elle avait suffisamment de preuves pour les incriminer tous les deux. « Ma fille devra connaître la vérité », avait-elle écrit, même si cette vérité détruit notre famille maintenant. Savannah comprenait pleinement le dilemme auquel sa mère avait été confrontée. Madame Henrietta, sa grand-mère maternelle, a remarqué l'angoisse de sa petite fille lors d'une visite. « Tu as le même regard que ta mère dans ces derniers jours », dit-elle en tenant les mains de Savannah. Ce regard de quelqu'un portant un fardeau trop lourd pour être supporté seul. Lorsque sa grand-mère a demandé s'il y avait quelque chose qui devait être révélé, Savannah a failli craquer, mais raconter la vérité à sa grand-mère signifiait l'impliquer dans quelque chose de potentiellement dangereux, et elle ne pouvait pas risquer de perdre quelqu'un d'autre qu'elle aimait. La goutte d'eau est tombée lorsque Savannah a trouvé Margot dans le bureau, déchirant les dernières photos restantes d'Eleanor dans la maison. « Nous devons laisser le passé derrière nous », dit-elle avec son sourire venimeux. « Votre père a besoin d'un nouveau départ. » À ce moment-là, quelque chose à l'intérieur de Savannah s'est brisé. Ce n'était plus seulement une question de justice, mais d'honorer la mémoire de sa mère, de prévenir que son sacrifice ne soit pas vain. Savannah a décidé, ses mains tremblantes tenant les preuves qui les détruiraient tous les deux. La veille du procès, Savannah avait tout préparé. Les preuves étaient organisées, les photos développées, les documents séparés. Son père et Margot étaient tellement occupés par les préparatifs du mariage qu'ils n'ont guère remarqué son comportement étrange. Demain sera différent, pensa-t-elle en jetant un dernier regard au portrait de sa famille heureuse lorsque sa mère était encore vivante. « Pardonne-moi, papa, mais tu as choisi ton chemin lorsque tu as décidé d'enlever maman de nos vies. » La nuit précédant le procès, la maison des Whittaker était étrangement silencieuse. Savannah a observé par la fenêtre de sa chambre tandis que Margot et son père partaient dîner, célébrant probablement leur acquittement à l'avance. « Demain, tout se termine », a-t-elle entendu Margot dire, « et nous commençons notre nouvelle vie. » Le sourire sur le visage de son père, ce même sourire autrefois réservé uniquement à Elena, était maintenant entièrement dédié à la femme qui avait aidé à détruire leur famille. Seule à la maison, Savannah a revu son plan une dernière fois. Les preuves étaient organisées dans un dossier rouge, le même que sa mère avait utilisé pour stocker les preuves dans le coffre-fort secret. Chaque document racontait une partie de l'histoire. Les emails prouvant leur relation avant l'accident, les transferts bancaires suspects, les documents falsifiés par Margot, surtout, la lettre inachevée de sa mère. « Si je fais cela, » pensa Savannah, « il n'y a pas de retour en arrière. Je vais perdre mon père pour toujours. » En rangeant ses affaires, elle a trouvé une vieille photo tombée derrière la commode. Dans celle-ci, Elena souriait alors qu'elle serrait Savannah et Colton lors d'un pique-nique au parc. La photo avait été prise seulement un mois avant l'accident. Comment tout a-t-il changé si vite, se demanda-t-elle en passant ses doigts sur l'image. La réponse est venue sous forme de souvenir, les derniers mots de sa mère à l'hôpital. « Il y a quelque chose que tu dois savoir maintenant. » Elle savait, et cette connaissance pesait comme du plomb dans son cœur. Le son d'une voiture se garant dans le garage indiquait que son père et Margot étaient revenus. Savannah pouvait entendre leur rire à travers la fenêtre, le tintement des verres de champagne qu'ils avaient apportés pour continuer la célébration à la maison. La voix de Margot semblait triomphante, « Demain ne sera qu'une formalité, ma chère. Bientôt, tout cela ne sera plus qu'un lointain souvenir. » Ces paroles ont fait bouillonner le sang de Savannah. Comment peuvent-ils être si froids? Comment peuvent-ils célébrer au-dessus de la tombe de ma mère? La décision finale a été prise à ce moment-là. Demain, lors du procès, Savannah ferait ce que sa mère n'avait jamais eu la chance de faire.
Elle révélerait toute la vérité, quelles que soient les conséquences. Je suis désolée, papa, murmura-t-elle dans le silence de sa chambre. Mais toi et Margot devez payer pour ce que vous avez fait. Avec des mains fermes, elle a placé le dossier rouge dans son sac d'école. Demain, au tribunal, devant tout le monde, elle dirait enfin les mots que sa mère n'avait pas pu prononcer, « Vous devez arrêter mon père. Mon père est coupable et je peux le prouver. » La salle d'audience était bondée ce mercredi matin. Colton Whitaker était assis à côté de ses avocats tandis que Margot, élégamment vêtue de noir, occupait un siège au premier rang. Son sourire confiant illuminait son visage parfaitement maquillé. Le juge Alistair Barrington était sur le point d'annoncer sa décision lorsque les lourdes portes de la salle d'audience se sont ouvertes brusquement avec fracas. Savannah Whitaker s'est précipitée dans l'allée centrale, ses cheveux en désordre et sa respiration haletante trahissant la course qu'elle venait de faire. Dans ses mains, elle tenait un dossier rouge que tout le monde a rapidement reconnu comme étant le même que Eleanor portait toujours avec elle. Le murmure qui a suivi a été interrompu par la voix ferme de la jeune femme, « Vous devez l'arrêter. Mon père est coupable et je peux le prouver. » Ces mots ont résonné dans la salle d'audience, faisant retenir leur souffle à tous les présents. Le visage de Colton pâlit visiblement tandis que le sourire confiant de Margot vacillait pour la première fois. Le juge Alistair Barrington, après un moment de surprise, a ajusté ses lunettes et a fait signe à Savannah de s'approcher. « Mademoiselle Whitaker, dit-il d'une voix profonde qui résonnait dans la salle, êtes-vous consciente de la gravité de cette accusation ?» Savannah a hoché la tête, ses mains tremblantes s'ouvrant pour révéler le dossier rouge. Le moment suivant a semblé se dérouler au ralenti. Savannah a retiré du dossier une série de documents soigneusement organisés par sa mère. « Ma mère savait tout, dit-elle, sa voix étranglée par l'émotion. Elle a tout découvert et gardé chaque pièce de preuve. » En parlant, ses yeux ont rencontré ceux de son père. Ce qu'elle y a vu n'était ni remords ni regret, mais une peur primitive, la peur de quelqu'un qui réalise enfin que son château de mensonges est sur le point de s'effondrer. Le juge Alistair Barrington a ajusté ses lunettes en examinant les documents, son expression changeant progressivement au fur et à mesure de sa lecture. Le premier document qui a attiré son attention était un rapport détaillé rédigé par le détective engagé par Eleanor, révélant un plan minutieusement orchestré. Le magistrat a levé les papiers, son regard alternant entre Colton et Margot avec un mélange d'incrédulité et de répulsion. « Voici la preuve la plus accablante », a annoncé le juge en brandissant une série de mets imprimés, des correspondances échangées entre les accusés discutant explicitement du sabotage des freins du véhicule. À chaque mot lu à haute voix, le visage de Colton devenait plus pâle. Les emails révélaient un plan élaboré sur des mois, avec Margot fournissant des instructions détaillées sur la manière dont le système de freinage devait être trafiqué pour ressembler à une défaillance mécanique courante. Le murmure dans la salle d'audience devenait plus fort alors que le juge commençait à lire les relevés bancaires. Des transferts substantiels avaient été effectués vers un compte offshore dans les jours précédant l'accident. Encore plus choquant, il y avait des notes trouvées avec les reçus écrites de la main de Colton. Paiement final à la complétion du service. La froideur des mots a fait que plusieurs personnes dans l'audience ont suffoqué d'horreur. Savannah est restée debout, ses jambes tremblantes alors qu'elle regardait son père s'affaisser davantage dans son fauteuil. Les photographies présentées ensuite étaient encore plus dévastatrices, des images de la voiture étant emmenées dans un atelier de mécanique la nuit précédant l'accident, avec Colton clairement visible supervisant le travail. Le mécanicien responsable avait fourni une confession écrite détaillant comment il avait été payé pour s'assurer que les freins échoueraient à grande vitesse. La révélation la plus percutante est survenue lorsque le juge a trouvé un dispositif de fichier parmi les documents. Lorsqu'il a été connecté au système audiovisuel de la salle d'audience, un enregistrement a commencé à jouer. C'était la voix d'Elena, enregistrée secrètement pendant une dispute avec Colton la nuit avant l'accident. « Je sais ce que vous prévoyez, Margot. J'ai trouvé les documents, les transferts. Comment as-tu pu ?» La voix chargée d'émotion d'Elena a résonné dans la pièce, faisant couler des larmes sur le visage de Savannah. Le juge Alistair Barrington a ramassé le dernier lot de documents, une série de lettres échangées entre Colton et Margot. Son visage affichait une gravité qui a instantanément fait taire la salle d'audience. « Je vais lire ces correspondances », a-t-il annoncé d'une voix empreinte d'indignation contenue. Les lettres révélaient une histoire de trahison et de cupidité qui faisait frissonner même les officiers de la cour les plus expérimentés. « Mon amour a commencé », lisait l'une des lettres écrites par Colton. « Tout est prêt comme nous l'avons planifié. L'assurance vie a été augmentée et le mécanicien a reçu les instructions spécifiques.
Eleanor prend toujours cette route chaque jour pour aller chercher Savannah chez sa mère. Ce sera parfait, un accident tragique sur une courbe dangereuse. La réponse de Margot, datée le jour suivant, était tout aussi troublante. Nous ne pouvons pas échouer. Après l'accident, l'argent de l'assurance nous donnera la vie dont nous avons toujours rêvé. À mesure que les lettres étaient lues, Margot a tenté de se lever et de quitter discrètement la salle d'audience, mais 2 agents de la cour étaient déjà stratégiquement positionnés près d'elle. Colton, quant à lui, semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques minutes seulement. Son visage, autrefois marqué par l'arrogance, ne montrait maintenant que la défaite. Les derniers mots écrits par Elena dans son journal, lus par le juge, ressemblaient à des coups finaux. « Si quelque chose m'arrive, je sais que c'était lui, mais ma fille découvrira la vérité. J'ai laissé toutes les preuves nécessaires. Que Dieu me pardonne de ne pas avoir pu la protéger de ce monstre que j'ai autrefois appelé mon mari. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Le juge Alistair Barrington a méthodiquement essuyé ses lunettes en organisant ses pensées. Lorsqu'il a enfin parlé, sa voix ne laissait aucun doute. À la lumière des preuves présentées, j'ordonne par la présente l'arrestation immédiate de Colton Whittaker et Margot Lancaster pour homicide aggravé. Les agents de la cour ont agi rapidement, les menottes cliquetant dans le silence pesant de la salle d'audience. La salle semblait contenir toute la gravité de décennies de secrets, de mensonges et de trahisons. Le son des menottes résonnait comme un marteau de justice, chaque cliquetis représentant le poids des choix de Colton. Savannah est restée immobile, mais intérieurement, elle était un univers d'émotions en complète tourmente. Son regard n'était plus celui d'une fille effrayée, mais celui d'une femme forgée dans le feu de la douleur la plus profonde. Chaque muscle de son visage portait la résilience d'Elena, cette force silencieuse qui survit même après la mort. Ses yeux, autrefois humides de larmes enfantines, brillaient maintenant d'une détermination cristalline. Colton marchait comme un homme brisé, non pas par des chaînes physiques, mais par les chaînes invisibles de la culpabilité. Sa posture, autrefois fière et confiante, n'était plus que celle de la défaite totale. Chaque pas semblait porter le poids de toutes les vies détruites, celles d'Elena et de Savannah. Lorsque leurs regards se sont croisés, c'était comme si des décennies d'histoire familiale se condensaient en ce seul instant. Il n'y avait pas de haine dans les yeux de Savannah, mais une compréhension profonde et douloureuse. Sa voix n'était pas celle de la vengeance, mais de la réalisation. Un verdict final sur des années de trahison. Les mots « vous avez choisi » n'étaient pas une attaque, mais un épitaphe pour un amour familial complètement brisé. Chaque syllabe portait la douleur d'années d'abandon, de trahison et de rêves brisés. Ce n'était pas seulement à propos de Margot, mais de tous les choix que son père avait faits qui les avaient éloignés. La salle d'audience, généralement un environnement formel et distant, était devenue à cet instant une scène intime pour des révélations familiales. Les murs semblaient absorber chaque nuance d'émotion, chaque souffle retenu, chaque regard significatif. C'était plus qu'un procès légal, c'était un jugement existentiel. Colton n'a pas tenté de se défendre, il n'a pas baissé les yeux en quête de compassion, il a simplement accepté le poids de ses choix avec une résignation frôlant l'existentialisme. Sa fille était devenue son juge, sa témoin, sa conscience matérialisée. Savannah a ressenti que ce moment marquait la fin d'un cycle qui avait commencé bien avant le meurtre. Il avait commencé le jour où son père avait choisi la trahison éphémère de la trahison sur le véritable amour. Chaque pas que Colton faisait alors que les agents le menaient loin ressemblait à un compte à rebours vers la liberté de sa propre âme. Les derniers mots d'Elena à l'hôpital prenaient maintenant un sens cristallin. Ce n'était pas seulement des avertissements, mais un héritage, une mission finale de protection, de révélation et de vérité. Sa mère avait planté les graines de la justice dans son cœur et maintenant Savannah en récoltait les fruits amers mais nécessaires. Le cliquetis des menottes se mêlait au silence assourdissant de la salle d'audience, chaque tintement étant une note dans une symphonie de vérité, de rédemption et de justice tardive. Colton n'était plus un père, plus un homme libre, il n'était que l'ombre de ses propres choix. Et Savannah, au milieu de cette tempête d'émotions, se sentait enfin libre, non pas de la douleur, ni de l'amour, mais des chaînes invisibles qui l'avaient liée au silence, au mensonge, à la trahison pendant des années. Son regard suivait son père non avec haine, mais avec une compassion profonde, celui de quelqu'un qui comprenait enfin la véritable signification du pardon sans oublier. La justice avait été rendue non seulement par les tribunaux, mais par le cœur d'une fille qui avait transformé sa douleur en lumière, sa souffrance en force, sa perte en but. Le son des menottes résonnait dans les couloirs du palais de justice alors que Colton Whittaker et Margot Lancaster étaient escortés hors de la salle d'audience.
Savannah observait la scène avec un mélange de soulagement et de douleur profonde. Margot, même menottée, maintenait sa posture droite, lançant un dernier regard de haine à la jeune femme. Son père, quant à lui, marchait avec la tête baissée, les épaules affaissées portant le poids de ses choix. Les photographes et les journalistes bousculaient dans les couloirs, leur flash illuminant le moment où le père et l'amante étaient conduits vers des voitures de police séparées. Savannah pouvait entendre les cris de Margot au loin, « Ça ne finira pas comme ça, tu ne sais pas avec qui tu te mêles, petit garnement. » Mais c'étaient les yeux vides de son père qui faisaient le plus mal. Il ne s'est même pas retourné une dernière fois, comme si sa fille n'existait plus dans son monde. Le juge Alistair Barrington s'est approché de Savannah après le départ des prisonniers. Son visage, autrefois sévère pendant le procès, affichait maintenant une compassion paternelle. « Vous avez démontré un courage extraordinaire, jeune fille, » dit-il doucement en posant sa main sur son épaule. « Votre mère serait fière. » Les paroles du magistrat ont fait déborder les larmes que Savannah retenait tout au long de la session. Finalement, Madame Henrietta a serré sa petite fille dans ses bras, les officiers de la justice organisant les dernières procédures. Sa grand-mère pleurait silencieusement, mêlant dans ses larmes la douleur de la perte de sa fille et la fierté pour la petite fille qui avait apporté justice. « Éléanor savait, murmura-t-elle, elle savait que tu serais assez forte pour révéler la vérité. » Le nom de sa mère, prononcé avec tant d'amour, a fait que Savannah a resserré l'étreinte encore plus. Le détective Radcliffe, qui avait suivi tout le processus, s'est approché avec quelques documents. « Nous aurons besoin de votre déclaration officielle dans les jours à venir, expliqua-t-il doucement. Mais pour aujourd'hui, rentrez chez vous et reposez-vous. Vous avez fait plus que ce que beaucoup d'adultes auraient le courage de faire. » En signant les papiers nécessaires, Savannah a pu voir à travers les fenêtres du palais de justice les voitures de police emmenant son père et Margot en prison, emportant avec eux les derniers vestiges de son enfance. La nouvelle de l'arrestation de Colton et Margot s'est rapidement répandue dans la famille, provoquant une véritable tempête chez ses tantes et oncles paternels. À la maison des oncles et tantes, où Savannah est allée récupérer quelques affaires personnelles, l'atmosphère était empreinte d'hostilité palpable. Tante Regina, la sœur aînée de Colton, a accueilli sa nièce avec des yeux accusateurs. « Comment as-tu pu faire ça à ton propre père » s'est-elle emportée sans même saluer la jeune femme. « Vous avez détruit notre famille à cause de théories du complot. » Cousin Pedro, qui avait toujours été proche de Savannah, refusait maintenant de la regarder dans les yeux. Dans le salon, d'autres membres de la famille murmuraient entre eux, lançant des regards désapprobateurs. Oncle Miguel, le patriarche de la famille paternelle, s'est levé de son fauteuil avec difficulté, sa voix rauque perçant l'air tendu. « Ces preuves doivent être fausses. Mon frère ne ferait jamais une telle chose. Vous avez tout manipulé, n'est-ce pas? Vous avez tout arrangé comme ta mère, toujours en quête d'attention. » Les accusations ont continué alors que Savannah rassemblait ses affaires. « Votre mère n'a jamais été assez bien pour cette famille » s'est écriée tante Regina. « Maintenant, vous prouvez que le pommier ne tombe pas loin de l'arbre. » Chaque mot était comme un coup de poignard, mais Savannah est restée ferme, se rappelant les derniers mots de sa mère. Le portrait de famille au mur, montrant tout le monde souriant dans des temps plus heureux, semblait maintenant une ironie cruelle. Une dispute animée a éclaté lorsque Savannah a essayé de prendre quelques vieilles photos. « Tu n'as plus aucun droit sur quoi que ce soit dans cette maison », a crié tante Regina en arrachant les cadres photos des mains de sa nièce. « Tu as trahi ton propre sang. Tu ne seras plus jamais la bienvenue ici. » D'autres membres de la famille ont rejoint le cœur des accusations, transformant le salon en un tribunal privé où Savannah était la seule accusée. Entre poussées et cris, Savannah a réussi à récupérer seulement quelques affaires personnelles. Alors qu'elle était déjà à la porte, elle a entendu la voix de l'oncle Miguel. « À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de cette famille. Ton père peut être en prison, mais nous connaissons la vérité. Toi, tu es la vraie criminelle ici. Tu as détruit une famille par vengeance. » Avec des larmes aux yeux, mais la tête haute, Savannah quitta cette maison pour la dernière fois, portant avec elle non seulement un sac à dos rempli de vêtements, mais aussi le poids d'avoir été rejetée par la moitié de sa famille. La nuit commençait à tomber lorsque Savannah arriva à la porte de la maison de Madame Henrietta, ne portant qu'un sac à dos contenant ses affaires les plus essentielles. Avant qu'elle puisse sonner, la porte s'ouvrit, révélant sa tante Évangeline, la sœur cadette d'Elna. L'étreinte qu'elle reçut était si chaleureuse et sincère que les larmes qu'elle avait retenues tout au long de la confrontation avec sa famille paternelle coulèrent finalement librement sur son visage. « Je suis venue dès que j'ai appris », dit Évangeline en guidant sa nièce à l'intérieur de la maison accueillante.
Ta mère disait toujours que tu étais la personne la plus forte qu'elle connaissait, et aujourd'hui tu l'as prouvé. Dans le salon, Madame Henrietta avait déjà préparé une ambiance chaleureuse avec du thé chaud et des biscuits faits maison, tout comme Elna le faisait lorsque Savannah était triste. Ta mère avait l'habitude de s'asseoir exactement sur ce canapé, commenta sa grand-mère, et maintenant, c'est ton endroit, ma petite. Si Évangeline s'asseyait à côté de sa nièce, lui tenant les mains affectueusement, j'ai une proposition pour toi, commença-t-elle, échangeant un regard complice avec Madame Henrietta. J'ai parlé à ton oncle Gideon et nous avons décidé que tu allais vivre avec nous. Nous avons déjà aménagé la chambre d'amis et il y a une excellente école près de la maison. L'offre d'un nouveau foyer loin des ombres du passé fit ressentir à Savannah, pour la première fois depuis longtemps, qu'il y avait peut-être un avenir au-delà de la douleur. Le moment fut interrompu par un appel. C'était le détective Radcliffe qui informait que la maison où Savannah vivait avec son père serait fermée pour enquête. « Ne t'inquiète pas », la rassura Évangeline, « nous viendrons chercher le reste de tes affaires demain. » Alors qu'elle écoutait sa tante organiser les détails avec le détective, Savannah observa les photos de sa mère éparpillées dans la maison de sa grand-mère. Dans chacune d'elles, Elena souriait ce doux sourire qui lui manquait tant. La pièce était un sanctuaire de souvenirs et d'espoir. Les murs, autrefois témoins d'une douleur perçante, accueillaient désormais Savannah avec une chaleur maternelle. La lumière douce de la lampe créait un halo délicat autour de la photographie d'Elena, donnant l'impression que sa présence persistait dans la pièce, invisible mais intensément palpable. La photographie, prise quelques jours avant l'accident, révélait Eleanor dans un moment de pure authenticité. Son sourire n'était ni posé ni artificiel, il était authentique, débordant de cette joie intime qui la caractérisait toujours. Ses yeux brillaient d'une lumière qui dépassait la simple expression faciale, portant en eux la profondeur d'une âme qui savait aimer inconditionnellement. La note d'Évangeline semblait avoir été écrite avec une encre spéciale, chaque mot débordant de sens, avec une profonde compréhension. Ce n'était pas seulement un texte, mais un rituel de passage, un rituel de guérison. Honorer la mémoire de ta mère n'était pas que des mots, mais une reconnaissance de l'immense parcours parcouru par Savannah, de victime à héroïne de sa propre histoire. L'ours en peluche, compagnon silencieux de tant de nuits, était usé par le temps et l'amour. Ses yeux boutons, un peu fanés, semblaient renfermer des secrets d'enfance, des moments de réconfort, des câlins qui guérissaient toute douleur. Chaque mèche de sa fourrure lâche était comme une cicatrice d'amour, une marque de survie. Savannah l'étreignit non pas comme un objet, mais comme un portail vers des souvenirs. Chaque fibre de cet ours racontait des histoires de nuit où Elna le pressait contre la poitrine de sa fille, lui murmurant des récits d'espoir, promettant que l'amour triompherait toujours de la peur. Maintenant, des années plus tard, l'ours continuait d'être son gardien, son confident silencieux. Le matelas semblait accueillir non seulement son corps physique, mais aussi toutes les couches de son âme blessée. Chaque centimètre de ce lit avait été témoin de ses larmes, de ses nuits de cauchemar, de sa reconstruction lente et douloureuse. Maintenant, enfin, c'était un espace de repos, de régénération, de paix. La nuit avançait avec une fluidité presque musicale. Dehors, le vent murmurait des histoires anciennes, des récits de résilience, des histoires de femmes qui avaient surmonté des épreuves. Les rideaux, légèrement agités, semblaient danser une danse de protection, comme si la maison elle-même célébrait le retour à la vie de Savannah. Ses pensées, autrefois un tourbillon de douleur et de révolte, flottaient maintenant comme de légers nuages. Le voyage qu'elle avait entrepris était comme une rivière sinueuse, pleine de courbes, de rochers, de courants violents, mais elle avait navigué, persévéré, transformant chaque obstacle en force. Le refuge n'était pas seulement cette maison, cette pièce, c'était quelque chose que Savannah portait en elle-même, une forteresse construite avec des larmes, avec du courage, avec de l'amour, une forteresse bâtie non pas pour se cacher, mais pour rayonner de lumière, pour protéger, pour transformer. Son corps, fatigué mais résili, se rendit finalement au sommeil. Ce n'était pas un sommeil d'épuisement, mais de régénération. Chaque souffle était un hymne de victoire, chaque mouvement involontaire un témoignage de survie. Dans l'univers des rêves, Savannah dansait avec le souvenir d'Elna, célébrant non pas la perte, mais la connexion éternelle entre mère et fille. La nuit l'enveloppait comme un manteau protecteur, dans le silence de cette pièce entre ombre et espoir, Savannah dormait non pas en tant que victime, mais en tant que guerrière, non pas en tant que personne qui a perdu, mais en tant que personne qui a été renaître. 2 mois après le procès, la maison de sa tante maternelle était devenue un véritable foyer pour Savannah.
La chambre qui était autrefois réservée aux invités exposait maintenant ses photos préférées avec Eleanor et le vieux bureau avait pris vie avec ses livres et ses cahiers scolaires. Evangeline et Gideon avaient instauré une routine accueillante où le petit déjeuner était toujours servi avec des histoires joyeuses sur Elna dans sa jeunesse et les dîners étaient des moments pour partager les réalisations de la journée à sa nouvelle école. Savannah commençait à se distinguer. Les enseignants louaient son dévouement à ses études, surtout en histoire et en littérature, des matières que sa mère aimait également. Lors d'une présentation sur les personnes qui nous inspirent, elle parla d'Eleanor avec une telle éloquence qu'elle toucha toute la classe. « Ma mère m'a appris que la vérité prévaut toujours », dit-elle, sa voix stable malgré les larmes dans les yeux, même si le chemin y mène à travers la douleur. Les samedis après-midi étaient réservés aux visites chez Madame Henrietta, qui était devenue un rituel sacré. Grand-mère conservait chaque article, chaque reportage sur l'affaire, organisant tout dans un album qu'elle appelait « La victoire de la vérité ». Lors de ces visites, elle parcourait de vieux albums et Savannah découvrait de nouvelles histoires sur sa mère. « Savais-tu que ta mère voulait devenir avocate ?» Madame Henrietta lui demanda un de ces après-midi. « Mais elle a fini par choisir un autre chemin pour pouvoir s'occuper de toi à plein temps. » S'adapter à cette nouvelle vie n'était pas toujours facile. Il y avait des nuits où des cauchemars la réveillaient encore, des images de l'accident, du procès, le regard vide de son père lorsqu'il était emmené par la police. Dans ces moments, Evangeline apparaissait toujours dans sa chambre, comme si elle avait un sixième sens. « Ta mère faisait de même quand tu étais petite », ajouta-t-elle. Elle disait en s'asseyant au bord du lit qu'elle resterait éveillée jusqu'à ce qu'elle soit sûre que tu allais bien. Ces mots apportaient toujours du réconfort, rappelant à Savannah que l'amour de sa mère vivait à travers la famille qui l'accueillait désormais. Le temps passait et la maison de sa tante et de son oncle était vraiment devenue son foyer. Gideon, son oncle, avait installé une petite bibliothèque dans le bureau après avoir découvert l'intérêt croissant de Savannah pour le droit. « Tu as les mêmes yeux déterminés qu'Eleanor lorsqu'elle trouve quelque chose qui la passionne », commenta-t-il en observant sa nièce dévorer des livres sur la justice et les droits de l'homme. Une graine de rêve commença à germer dans son cœur, un rêve qui l'aiderait à transformer sa douleur en but. Le cabinet de l'avocate Montenegro était rempli de papiers lorsque Savannah, accompagnée de sa tante Evangeline, arriva pour la lecture finale du testament d'Eleanor. Le processus de récupération de son héritage avait été long et complexe, surtout après la découverte des manipulations de Margot dans les documents. Maintenant, enfin, tout serait résolu. « Ta mère était très astucieuse », expliqua l'avocate. Elle avait enregistré une copie du testament original chez le notaire, prévoyant qu'une telle situation pourrait se produire. Les dernières volontés d'Elna étaient claires et touchantes. En plus de sécuriser l'avenir financier de Savannah grâce à des économies substantielles, elle avait stipulé qu'une portion significative de son héritage devait être utilisée pour créer une fondation de soutien aux femmes victimes de violences domestiques. Le projet Elena, comme il était nommé, serait administré conjointement par Savannah et Evangeline, sous la supervision de Madame Henrietta. Lors de l'organisation de la fondation, Savannah apprit davantage sur le travail silencieux de sa mère. Dans une boîte conservée à la banque, elle trouva des lettres de gratitude de femmes qu'Elena avait aidées au fil des ans, leur offrant un soutien financier et émotionnel pour les aider à recommencer leur vie. « Ma mère disait toujours que certaines cicatrices sont invisibles », commenta Evangeline en lisant les lettres avec des larmes dans les yeux. « Et ce sont celles qui ont le plus besoin de soins. » Le lancement du projet Elna eut lieu exactement un an après le procès. L'événement rassembla des dizaines de femmes aidées par Eleanor, chacune apportant sa propre histoire de dépassement. Dans son premier discours public, Savannah parla de transformer la douleur en but. « Ma mère croyait que chaque personne sauvée est tout un univers transformé. Aujourd'hui, nous poursuivons son œuvre, en veillant à ce que d'autres femmes trouvent la force de chercher la vérité et la justice. » La presse couvrit largement le projet, mettant en lumière comment une tragédie familiale avait été transformée en espoir pour d'autres victimes. Le premier refuge fut inauguré dans l'ancien bureau d'Elaurent, complètement rénové pour accueillir les femmes en situation de vulnérabilité. Sur le mur principal, une photo d'Elaurent souriait sereinement, en dessous de la phrase qu'elle répétait souvent, « La vérité libère et l'amour transforme ». Mademoiselle Savannah savait que, d'une manière ou d'une autre, sa mère continuait à sauver des vies. 6 ans passèrent. Dans l'auditorium bondé de l'école de droit, Savannah Whittaker, âgée de 22 ans, ajusta sa toge académique en attendant d'être appelée pour recevoir son diplôme. Dans le premier rang, Madame Henrietta, Evangeline et Gideon applaudissaient avec fierté. Sur sa chaise reposait une unique rose blanche, la fleur préférée d'Elena.
graduée Savannah Whitaker, élue oratrice de la promotion par le doyen et lauréate du prix d'excellence académique en droits de l'homme, annonça le doyen. Alors qu'elle montait sur scène pour son discours de remise des diplômes, Savannah portait non seulement ses réalisations académiques, mais aussi le poids et l'honneur d'une promesse tenue. « J'ai choisi le droit », commença-t-elle d'une voix ferme qui résonna dans l'auditorium, parce que j'ai appris de la manière la plus difficile que la justice ne vient pas toujours naturellement. Parfois, nous devons nous battre de toutes nos forces. Ses yeux brillaient de détermination alors qu'elle partageait son histoire, désormais non plus en tant que victime, mais en tant qu'avocate prête à faire la différence. Le projet Eleanor avait considérablement grandi au cours de ses années universitaires. Avec maintenant 3 refuges dans différentes villes, la fondation avait déjà aidé des centaines de femmes à reconstruire leur vie. Savannah partageait son temps entre ses études et le travail bénévole au sein du projet, toujours guidée par l'exemple de sa mère. Aujourd'hui, elle continua dans son discours, « Je ne reçois pas seulement un diplôme, je reçois l'outil qui me permettra de poursuivre le travail que ma mère a commencé, protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. » Après la cérémonie, alors qu'elle célébrait avec sa famille, Savannah reçut une lettre inattendue. C'était du juge Alistair Barrington, qui avait présidé le procès de son père il y a des années. « Votre histoire a inspiré des changements dans notre système judiciaire, » écrivait-il, et votre travail au sein du projet ELNA a déjà sauvé d'innombrables vies. J'ai une proposition pour vous, un poste au sein de notre équipe de défense publique, spécifiquement pour les affaires de violence domestique. L'opportunité semblait être la clôture parfaite d'un cycle qui avait commencé avec tant de douleur. La photographie d'Elena semblait respirer d'une vie propre en cette nuit silencieuse. Savannah la contemplait avec une intensité qui dépassait un simple regard. C'était comme si elle établissait un dialogue intime et profond avec le souvenir de sa mère. Chaque trait du visage d'Elena racontait une histoire, chaque pli de la photographie portait un souvenir qui transcendait les limites du papier et du temps. Les yeux d'Elena, même dans une image figée, semblaient rayonner d'une sagesse qui dépassait sa propre existence physique. C'étaient des yeux qui avaient vu la souffrance, mais qui n'avaient jamais perdu la capacité de rêver, de croire en la transformation. Savannah sentait ce regard l'accompagner même dans les moments les plus difficiles de son parcours. La lumière du lampadaire projetait une ombre douce sur la photographie, créant un effet presque éthéré. Il semblait qu'Elena était là, non pas comme un souvenir statique, mais comme une présence vivante et pulsante. Ses doigts touchaient doucement l'image, ressentant presque physiquement l'énergie maternelle émanant de ce sourire. À côté de la photographie, le diplôme universitaire représentait plus qu'une réussite académique, c'était un hommage vivant à l'héritage d'Elena. Chaque lettre imprimée sur le document semblait raconter une histoire de résistance, de dépassement, d'amour transformé en but. Savannah se souvenait de toutes les nuits où sa mère l'encourageait à étudier, à rêver, à croire qu'elle pouvait être bien plus que ce que les circonstances semblaient lui permettre. Sa première désignation en tant qu'avocate n'était pas seulement un emploi, c'était une mission. Chaque affaire représentait une opportunité d'honorer la mémoire de sa mère, de donner une voix à celle qui, comme Eleanor, avait autrefois été réduite au silence. Le document officiel semblait rayonner d'une énergie d'espoir, un engagement silencieux de poursuivre le travail initié par sa mère. Sa chambre était un sanctuaire de souvenirs, les murs, autrefois témoins de sa douleur, célébraient désormais sa transformation. Photographies, livres, diplômes, chaque objet racontait une partie du parcours de reconstruction. Ce n'était plus un espace de deuil, mais un laboratoire de rêves et de possibilités. La nuit enveloppait l'environnement d'une délicatesse presque maternelle. Le silence n'était pas vide, mais rempli de présences invisibles, l'amour d'Elena, la force de sa grand-mère Henrietta, le soutien de sa tante Evangeline. Chaque souffle que prenait Savannah semblait porter l'écho de toutes les femmes qui l'avaient précédée, toutes les histoires de résistance qui l'avaient façonnée. Son regard parcourait la pièce, non plus en tant que jeune femme blessée, mais en tant que femme transformée. La douleur qui la consumait autrefois avait été alchimiquement transformée en carburant pour le changement. Chaque cicatrice interne était maintenant une marque de résistance, chaque larme qu'elle avait versée avait nourri les racines de sa détermination. « Nous y sommes arrivés, maman ». Plus qu'une simple phrase, c'était un engagement, un pacte silencieux entre une fille et le souvenir d'une mère qui avait fait le sacrifice ultime pour la protéger. Transformer sa propre tragédie en espoir n'était pas seulement un choix, mais un héritage sacré. Le diplôme, la photographie, les documents du premier cas, tout semblait conspirer pour un but plus grand. Ce n'était pas seulement la fin d'un cycle de douleur, mais le début d'un voyage de guérison et de transformation sociale.
Savannah sentait que son histoire n'appartenait pas seulement à elle, mais à toutes les femmes qui avaient besoin d'une voix, de force, d'espoir. Dans le crépuscule de la pièce, entre ombre et lumière, entre mémoire et avenir, Savannah embrassait sa mission. Chaque affaire serait une bataille, chaque procès un hommage, chaque victoire un hommage à l'extraordinaire femme qui l'avait mise au monde et inspirée. Le cercle se refermait, mais un nouveau et puissant voyage ne faisait que commencer. La salle d'audience était plus silencieuse que lors du premier procès, lorsque Colton Whitaker avait été amené pour sa condamnation finale. 6 ans de prison avaient complètement transformé l'homme qui, autrefois débordant d'arrogance, portait désormais les marques du temps, son visage était marqué, ses cheveux entièrement gris et ses yeux portaient le poids de quelqu'un qui comprenait enfin la gravité de ses actes. Savannah, désormais avocate agréée, observait depuis la galerie, son visage affichant une sérénité que seul le temps et la maturité peuvent apporter. « Votre honneur » commença Colton d'une voix hésitante et tremblante, « aujourd'hui, je ne suis pas ici pour demander la clémence, mais pour finalement dire toute la vérité. » Le juge Alistair Barrington, le même qui avait présidé le premier procès, ajusta ses lunettes et lui fit signe de continuer. Ce qui suivit fut une confession dévastatrice qui dura plus de 2 heures, révélant des détails que même les enquêtes n'avaient pas découverts. Colton décrivit comment il avait rencontré Margot 3 ans avant le meurtre d'Elna, lors d'un voyage d'affaires. L'affaire extraconjugale s'était rapidement transformée en une toile de manipulation et de cupidité. Elle savait exactement quel bouton appuyer, avoua-t-il, des larmes coulant sur son visage vieillissant. Tout a commencé par de petites suggestions, comme comment il serait plus facile si Elena n'était pas là, combien d'argent nous aurions avec l'assurance vie. La confession révéla un plan méticuleusement élaboré sur plusieurs mois. Margot avait trouvé un mécanicien prêt à faire le travail pour une somme considérable. Le système de freinage avait été saboté de manière à ce que la défaillance ne se produise que lorsque la voiture atteindrait une certaine vitesse. Elna prenait cette route tous les jours, dit Colton, sa voix étranglée par l'émotion. Je savais qu'il y serait. Toute la salle d'audience retint son souffle face à la froideur du plan. Le moment le plus marquant survint lorsque Colton décrivit sa dernière conversation avec Elena, quelques heures avant l'accident. Elle m'a confronté, elle m'a montré les preuves qu'elle avait rassemblées, disait-elle, elle savait tout, marqua-t-il une pause en réprimant un sanglot. J'aurais pu tout arrêter à ce moment-là, j'aurais pu sauver la mère de ma fille, mais j'étais tellement impliqué dans le plan, tellement aveuglé par l'ambition que j'ai laissé les choses se produire. Lorsqu'il termina sa confession, le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Savannah, depuis sa place dans la galerie, laissa une seule larme couler sur son visage. La nouvelle parvint à Savannah par un appel du détective Radcliffe un lundi matin. Margot Lancaster avait été retrouvée sans vie dans sa cellule de la pénitencier pour femmes. Les circonstances initiales suggéraient un suicide, mais il y avait des détails troublants qui ne collaient pas. Elle avait laissé une confession, informa Radcliffe d'une voix grave, avec une tonalité de préoccupation. « Et vous devez voir ceci au bureau de la pénitencier », ajouta-t-il. On leur présenta les derniers écrits de Margot, page après page d'une confession détaillée révélant une toile de crime bien plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé. Margot n'était pas seulement une escroc, elle était une tueuse en série qui avait laissé une traînée de morts dans différents états. Elna n'avait pas été sa première victime, mais elle serait sa dernière. « Je ne peux plus vivre avec ces fantômes », lut-on dans un passage de la lettre. « Chaque visage, chaque vie que j'ai détruite me hante jour et nuit. » L'enquête dans la cellule révéla un lieu de cache où Margot conservait des coupures de journaux sur ses victimes précédentes. C'était toujours le même schéma, des femmes mariées, réussies, avec des maris influents, qu'elle approchait, séduisait les maris et orchestrait des accidents pour les épouses. Elna avait été différente, elle était la seule à avoir découvert son plan avant de mourir. « Ta mère était spéciale », dit le détective Radcliffe à Savannah. Elle était la seule à avoir laissé suffisamment de preuves pour tout dévoiler. Les dernières pages de la confession de Margot étaient adressées spécifiquement à Savannah. « Tu es comme ta mère », écrivait-elle, « trop perspicace pour ton propre bien, mais tu as accompli ce qu'elle n'a pas pu, tu m'as vaincu. » Le venin dans ces mots, même après la mort, portait encore le pouvoir de perturber. La lettre se terminait par une révélation choquante concernant d'autres complices toujours en fuite, des noms faisant partie d'une plus grande organisation criminelle. Cependant, le rapport d'autopsie soulevait des questions troublantes. Bien que officiellement classé comme suicide, il y avait des marques incohérentes avec cette conclusion. Peut-être que nous ne connaîtrons jamais toute la vérité, commenta Radcliffe en fermant le dossier avec les rapports.
Certaines personnes de l'organisation qu'elle mentionnait ont peut-être décidé que Margot en savait trop. Savannah quitta la pénitencier avec un sentiment étrange. Ce n'était pas exactement de la justice, mais peut-être le plus proche qu'il pouvait en obtenir. Une semaine après la mort de Margot, Savannah reçut une enveloppe de la pénitencier où son père était détenu. À l'intérieur, elle trouva un journal relié en cuir, rempli de l'écriture tremblante de Colton. Sur les premières pages, la date indiquait qu'il avait commencé à écrire peu après son incarcération. « Ma fille », commençait le texte. « J'ai passé des années à essayer de trouver le courage d'écrire ces mots, même en sachant que tu ne les liras peut-être jamais. » Le journal révélait la transformation d'un homme consumé par la culpabilité. Page après page, Colton décrivait comment chaque moment en prison était hanté par le souvenir du sourire d'Eleanor, par le regard de déception de Savannah au tribunal. « Pas un jour ne passe sans que je ne revive cette dernière conversation avec ta mère, écrivit-il. Elle m'a donné une chance de faire ce qui était juste, d'être l'homme qu'elle croyait que j'étais, mais j'étais trop aveuglé par la cupidité pour voir le trésor que j'avais déjà à la maison. » Dans un passage particulièrement douloureux, Colton décrivait les moments après avoir appris la mort d'Elna. « J'ai faim la surprise, la douleur, mais à l'intérieur, je mourrais vraiment. » Il avoua, « Te voir souffrir, voir ta véritable détresse fut ma première punition. Chacune de tes larmes était comme un couteau dans mon cœur, un cœur que je m'étais empoisonné avec des mensonges. » Les pages étaient tachées de ce qui semblait être des larmes, brouillant certains mots. Le dernier chapitre du journal avait été écrit après la mort de Margot. « J'ai appris aujourd'hui qu'elle est morte, » écrivait Colton, « mais la vérité, c'est que je suis mort le jour où j'ai laissé ta mère monter dans cette voiture. Tout ce qui restait était une coquille vide de remords et de regrets. Savannah, ma fille, je sais que je ne mérite pas ton pardon, je ne mérite même pas le droit de t'appeler ma fille, mais je veux que tu saches que ta mère serait fière de la femme que tu es devenue. Tu as sa force, son intégrité, tout ce que j'aurais dû valoriser et protéger. » La lettre était pliée avec une délicatesse qui contrastait profondément avec la rugosité des mains calleuses de Colton. Le papier, autrefois d'un blanc immaculé, affichait maintenant des nuances de jaune vieilli, avec des plis délicats qui semblaient raconter des histoires silencieuses de douleur et de regret. Chaque mot écrit semblait être un murmure d'une âme tourmentée, une supplication de pardon qui ne serait jamais pleinement entendue. Les lignes tremblantes révélaient l'état émotionnel de Colton lors de son écriture. Dans certains passages, l'encre était plus estompée, preuve de moments où des larmes avaient coulé sur le papier, se mélangeant à l'encre et transformant chaque mot en un témoignage viscéral de son angoisse intérieure. L'écriture, autrefois précise et contrôlée, comme sa personnalité antérieure, était maintenant irrégulière, presque enfantine, reflet de son âme complètement brisée. Savannah tenait le papier avec une révérence presque sacrée, chaque mot était comme une couche d'une blessure qui ne guérirait jamais complètement. Son regard traçait les lignes, non seulement en lisant mais en ressentant chaque émotion contenue dans ces fragiles lignes écrites. La lettre n'était pas seulement un document, c'était une carte émotionnelle de remords, un voyage à travers les canaux les plus profonds de la culpabilité humaine. Les détails de la lettre allaient bien au-delà du texte initial. Colton décrivait des moments spécifiques de sa vie avec Eleanor qui le hantaient désormais. Il se souvenait de leur premier baiser, de la manière délicate dont ses mains l'accueillaient toujours après une journée de travail, du parfum caractéristique de jasmin qu'elle portait. Chaque souvenir était comme un coup de poignard dans son propre cœur emprisonné. « Si je pouvais revenir en arrière, » écrivait-il dans un passage, « je choisirais chaque seconde aux côtés d'Elna. Je choisirais ces étreintes imparfaites, ces petites manies qui m'ont autrefois agacé et auxquelles je donnerais maintenant n'importe quoi pour revivre. Je choisirais l'amour véritable sur l'éclat éphémère de la trahison. » La lettre révélait des couches de remords qui allaient bien au-delà du meurtre. Colton comprenait maintenant que sa trahison n'avait pas commencé au moment de la planification du meurtre, mais bien plus tôt, dans les petits moments où il avait permis à une distance émotionnelle de s'installer, où il avait négligé les signes d'amour authentique qu'Eleanor offrait. Il décrivait en détail douloureux comment il avait cessé de valoriser les gestes simples d'Elena, les repas préparés avec amour, les notes affectueuses laissées dans sa boîte à lunch, les nuits intimes où elle l'attendait avec une dévotion inébranlable. Tout cela avait été échangé contre un moment éphémère de passion artificielle avec Margot. « Ma plus grande trahison », écrivait-il dans un passage particulièrement émotionnel, n'était pas seulement de prendre la vie d'Elna, mais d'avoir jeté des décennies de construction de l'amour véritable pour un moment de faiblesse, comme un artisan détruisant un chef-d'œuvre pour un croquis imparfait. Les souvenirs s'entremêlaient avec des réflexions profondes sur la paternité. Colton reconnaissait chaque précieux moment qu'il avait manqué avec Savannah,
les anniversaires non célébrés, les premiers pas non témoins, les conversations qui auraient pu renforcer le lien père-fille mais qui avaient été négligées au profit de petites ambitions. J'ai perdu non seulement ma femme, écrivait-il, mais aussi le droit d'être un père. Je voyais en Savannah le reflet d'Elna, la même force, la même détermination, et c'est moi qui l'ai transformée en orpheline, non par la mort, mais par la trahison. La lettre était un témoignage de transformation intérieure, chaque mot semblant être arraché d'une âme en processus de reconstruction, une confession qui transcendait les limites de la simple culpabilité, plongeant dans une dimension presque philosophique de la compréhension humaine. Le soleil continuait son lent mouvement sur l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rouge, des couleurs qui semblaient symboliser le sang versé, les blessures ouvertes, mais aussi la possibilité d'une nouvelle aube. Savannah, le papier toujours dans ses mains, ressentait que cette lettre était plus qu'un document, c'était une supplication de rédemption. Entre les lignes écrites, au-delà des mots, il y avait l'âme d'un homme complètement dépouillé de ses vieux masques, un homme qui comprenait enfin l'ampleur de ses choix et le poids irréparable de ses actions.